Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende, émission Légende Business. Aujourd'hui avec Hugo Huy, qui est notre invité, qui a créé une société qui s'appelle Flytex, qui a des équipements pour le sport. Aujourd'hui, Flytex, il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent. Il y a Baki, Djibril Cissé, Nasri, on a énormément d'athlètes. On aura tout à l'heure un garçon qui s'appelle Théo, qui est un des plus grands bodybuilders français. Tu manges combien de fois par jour? 6 fois, comme un nouveau-né en fait, un peu finalement. C'est quoi tes repas? Parce qu'il y a le petit déjeuner. Ouais, petit-déj où il y a beaucoup d'œufs, hein, tu vois, donc ça c'est pas une légende Tu manges aussi. combien d'œufs le matin? 14 ou 15? Non, je te crois pas. Si, je te jure. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende, émission Légende Business. Aujourd'hui avec Hugo Huy, qui est notre invité, qui a créé une société qui s'appelle Flytex, qui a des équipements pour le sport qui permettent de soutenir les articulations, hyper important, notamment après les blessures. Il va nous raconter comment il a créé cette société et puis les autres avant qu'il a lancé, comment il a appris. Vous allez voir, parcours d'entrepreneur exceptionnel aussi. Aujourd'hui, énorme carton, plus de 200 000 clients. Il a dépassé 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a 29 ans, il va nous raconter son parcours. Et on va parler aussi de bodybuilding avec un garçon qui s'appelle Théo le Guerrier. C'est son vrai nom et c'est aussi du coup son nom sur les réseaux sociaux si vous voulez aller voir. Il fait 135 kilos. C'est un des plus grands bodybuilders français, un des plus grands sportifs dans le bodybuilding. Il va nous raconter son parcours, comment il a réussi à gagner sa vie. Ils sont assez peu en France, vous allez voir. Combien de fois il mange, quelle quantité il mange, vous allez voir, c'est très surprenant. C'est vraiment énorme et vous allez voir le gabarit de Théo, c'est impressionnant aussi. On va parler de tout ça dans un instant, en tout cas juste avant de commencer l'émission. Abonnez-vous, si vous voulez, à notre chaîne YouTube en 30 secondes juste avant de commencer. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi durant l'émission. Et puis, vous pouvez nous écouter sur les podcasts audio, donc sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous pouvez nous suivre comme ça quand vous faites du sport, quand vous êtes en voiture, dans les transports, en train de faire la cuisine aussi, qui cuisine ou en train de bosser. En tout cas, merci d'être là. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Et c'est parti avec Hugo Huy et Théo le Guerrier qui arrivera juste après sur Légende. On y va. Je m'appelle Hugo Huy, j'ai 29 ans et je suis le fondateur de Flytex. On développe des maintiens articulaires pour les sports de performance. En 3 ans et demi, on a accompagné plus de 200 000 athlètes dans leur reprise du sport et on a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh ben voilà, bienvenue, je te reprends le clap. Tiens. Merci à toi. T'es du sud de la France, toi, hein? C'est ça. Ça s'entend pas trop, mais... Tu es de Nîmes? Je suis de Nîmes, ouais. Tu es de Nîmes, on embrasse les copains à Nîmes aussi. Merci de venir nous raconter. Tu vas nous raconter ton parcours. On va parler de Flytex, donc d'équipements sportifs. Tu vas nous parler, c'est intéressant d'avoir des parcours d'entrepreneurs, vous allez voir, avec des échecs, avec des succès. Toi, tu n'as pas lâché, tu as eu des échecs et là, énorme succès. Et tu vas nous raconter ce que tu as appris justement avec ces échecs. Et comment tu as compris et ce que tu as fait après pour que ça marche. Tu as 29 ans aujourd'hui. Yes. On aura tout à l'heure un garçon qui va venir s'asseoir à côté de toi, qui s'appelle Théo, qui fait du bodybuilding, qui est un des plus grands bodybuilders français. Vous allez voir, il fait, je sais pas quoi, 135 kilos pour 1m80. Il mange 4 kilos de nourriture par jour. Vous allez voir, c'est énormément de travail, le bodybuilding. Et c'est que adressé aux sportifs, Flytex, où tout le monde peut mettre des protections articulaires, en fait. Totalement. Une protection articulaire, ça va simplement permettre de supporter plus de charges. Nous, on bosse pour les sportifs parce que c'est exigeant en termes de technologie pour que ça tienne, pour que ce soit respirant, pour que ce soit précis. On a aussi des seniors qui vont nous utiliser, mais c'est pas la cible, c'est pas pour ça qu'on développe les produits et qu'on travaille aujourd'hui. Alors c'est pour qui? Le maintien articulaire, ça va principalement être pour des athlètes qui ont eu des blessures, des antécédents, donc ligaments croisés, ménisques fissurés, arthrose, et qui vont garder des douleurs qui vont être chroniques. Une douleur chronique, ça va être une douleur qui va rester longtemps après même la rééducation, ou alors qui vont être mécaniques. Douleur qui part pas, quoi. Une douleur qui part pas, c'est ça. Ou alors douleur mécanique qui va apparaître pendant l'effort. Et nous, on va simplement les aider à tenir la charge, à avoir un mouvement plus juste, à avoir en fait plus de confort, plus de plaisir dans la pratique. Quand tu as une entorse, même si tu fais pas de sport, tu peux mettre un truc de chez toi, un maintien articulaire. Totalement. Alors, quand tu as une entorse, si elle est fraîche, il faut que tu ailles chez le médecin. Chez le médecin, chez le kiné, que tu ailles passer les examens et surtout que tu traites avec sérieux ta rééducation. On pense parfois que Flytex ou un maintien, ça va être un pansement et la solution à tout. Non, ça va clairement aider à la reprise, à apporter plus de sécurité, de stabilité, mais c'est pas la solution. Il faut traiter ça. Faut aller chez le kiné, quoi. Faut aller chez le kiné, faut faire le taf à un moment. Faut faire le taf et ensuite, tu peux t'accompagner avec ça si tu veux avoir plus de confort. Ensuite, si les douleurs vont rester sur le long terme. Ça coûte combien des protections comme ça? C'est à partir de combien? Tu vas commencer à 29,99
pour un maintien, par exemple, de cheville. Et tu peux avoir les genouillères à 50 € pour la paire. Tu peux le mettre au genou, tu peux le mettre au coude, tu peux le mettre donc à la cheville. Exactement. Est-ce que si tu fais du paddle avec tes potes le week-end, est-ce que ça vaut le coup de se mettre des maintiens de cheville, par exemple, pour avoir moins d'entorse? Est-ce que ça diminue le risque d'entorse? Ça ne va pas diminuer ton risque d'entorse. Par contre, ça va largement diminuer les petites douleurs que tu peux rencontrer. Si jamais tu dois te tordre la cheville, tu ne pourras pas l'éviter parce que on a un maintien. C'est pas une botte de ski, quoi. En fait, ce que j'allais dire. C'est genre du mouvement, quoi. C'est ça. C'est un maintien qui est fonctionnel, mais c'est pas un maintien qui est rigide. Fonctionnel, ça veut dire que ça va guider ton articulation dans le mouvement naturel qu'elle a. Ça va pas contraindre, ça va pas réduire ta mobilité. Ça va l'accompagner. C'est sur demande des médecins? Pas du tout. Non. On n'est pas un dispositif médical, on a un dispositif sportif qui va aider dans ta performance. Et c'est ça en fait la nuance, c'est on est utilisé souvent après les problèmes de santé que tu vas rencontrer. Le professionnel de santé, il va te le traiter, t'aider à le soigner, à rééduquer. Et nous, ensuite, on va intervenir. Pour reprendre ton parcours, tu sais que tu avais une enfance où tu manquais de rien. J'ai entendu quand tu parlais à l'équipe, tu dis « moi j'ai manqué de rien ». C'est-à-dire quoi? T'as une enfance calme et heureuse? Alors, pas du tout calme et heureuse, sinon... C'est bien. Je ne pense pas que tu aies cette envie-là de réussite, mais on entend souvent des histoires d'entrepreneurs ou quoi qui viennent de la galère ultime. Moi, c'est pas le cas. Endormi sous les ponts. Ouais, t'as des trucs comme ça, parfois, tu as des récits. Alors, il y a du vrai et du pas vrai dans ces récits, parfois. Parfois, je tombe sur Internet, je vois des gars, tu te dis, bon, est-ce qu'ils ont vraiment vécu ça ou pas, quoi? Clairement, et je pense que tout le monde est légitime de parler de ça. Moi, je ne vais pas mettre en avant un trait que je n'ai pas eu. J'ai eu une enfance, on a pu voyager, mes parents sont de la classe moyenne. Mais si tu veux, j'ai quand même vite compris qu'on n'avait pas la totale liberté, qu'on n'avait pas le choix, qu'il y avait parfois aussi un irrespect de la part de certains milieux dans lesquels on pouvait être. Et il y avait des limites, tu vois. Tu fais de la muscu aujourd'hui? Ouais. Alors profite parce que tu vas pas rester le mec le plus musclé de la pièce très longtemps. Ouais, clairement. Ça va être un peu imbattable après, vous allez voir. On va faire rentrer Théo dans un instant qui est bodybuilder, qui est un des plus gros bodybuilders français. C'est compliqué d'être à son niveau. Donc vous allez voir, même si tu es musclé, tu vas te retrouver à côté de quelqu'un de très musclé. Je l'ai croisé et c'est vrai que c'est impressionnant. Donc tu voulais pas partir dans le sport, forcément, quand tu étais plus jeune? C'était pas une envie C'est pas. Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Depuis gamin, j'étais dans les skateparks. J'ai toujours été extrêmement en mouvement. Par contre, quand j'étais ado, tu vois, je suis plutôt passé de la pratique fitness, musculation, ensuite un peu de course à pied. Et je me suis fait freiner, j'ai eu un ligament croisé. Et au début, tu vois, ce qui était un grand mal à l'époque, je me suis dit, mais en fait, je pourrais jamais refaire de sport comme avant, parce que tu gardes quand même des séquelles, même si tu es opéré, rééduqué, on en reparlera après, je pense. Finalement, j'ai réussi à le transformer petit à petit et c'est ce qui a fait aujourd'hui la volonté de créer Flytech. Tu vas faire une école de commerce qui s'appelle l'IDRAC. Ouais. Il y a 240 000 étudiants, j'ai regardé les chiffres, en école de commerce en France, selon le ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qu'on apprend en école de commerce concrètement pour ceux qui n'ont jamais fait d'école de commerce? On apprend quoi? On pourrait penser qu'on apprend le terrain et le commerce, mais en vérité, on apprend surtout des grands principes de comment marchent les grosses boîtes. Je dirais que c'est pas ça qui m'a appris le nerf de la guerre de ce que je fais aujourd'hui. L'école de commerce, ce qui est bien, c'est que ça te met dans une direction. J'avais envie de réussir dans la vie, j'avais envie de faire de l'argent, j'avais envie de liberté, j'avais envie de me réaliser. Et l'école de commerce, ça m'a mis dans cette direction-là. Tu sais pas encore ce que tu vas faire plus tard, mais tu sais que tu vas faire du business. C'est pas fait forcément pour être entrepreneur, une école de commerce. Pas forcément. C'est aussi pour bosser dans les boîtes, savoir apprendre des métiers, quoi. Les grandes écoles, ça t'apprend surtout à te formater aux grosses boîtes. Tu vas intégrer Dell, c'est une marque d'informatique, Dell, D-E-L-L. Ils font beaucoup d'ordi comme IBM, des ordi pour les entreprises, en fait, finalement. Mais tu vas détester l'atmosphère d'être dans une entreprise comme ça. Ouais. Tu vois, j'ai une image en rentrant chez Dell où tu as les grands open space avec la moquette au sol, chacun est dans son box, etc. À l'américaine. Avec les petits carreaux de moquette. Avec les petits carreaux, tu as ton petit carreau, tu as ton ordinateur. Et puis là, je dis, ça y est, quoi, on est parti dans la vie, dans la vraie vie, tu vois. La vie active. La vie active, tu vois. Et puis,
Au début, je suis content. Tu faisais quoi chez eux? J'étais ingénieur commercial, donc je faisais des devis et je choisissais les composants des ordinateurs professionnels pour les développeurs, etc. T'étais bon là-dedans? Je suis très mauvais. En tout cas, ils t'ont bien choisi du coup. Alors. Ouais, mais non, mais c'était que en fait, j'étais déterminé. Tu t'es vois, rendu compte que t'étais pas bon très vite? Je m'en suis rendu compte très vite. D'ailleurs, voilà, dans mon équipe, ça se passait pas super bien parce que j'étais très mauvais, tu vois, et je manquais de sérieux parce que tu t'es pas passionné. Ouais, si je sentais que t'étais pas là aussi. J'étais pas au bon endroit, et c'est ça en fait qui m'a fait permettre de comprendre certaines choses. Et je me suis dit, ok, je sais où je ne veux pas être. Et j'ai compris, tu vois, que j'avais besoin de sens, que j'avais besoin d'avoir ma propre liberté, d'être un peu mon cheval de bataille, tu vois, d'être drivé. Là où en fait, j'étais devant un ordinateur 7 heures par jour à choisir des composants d'ordinateur. Je me suis dit, waouh mec, tu fais quoi? Ça va pas le faire. Ça te convenait pas, quoi. Ça te convenait? Non, ça fitait pas. Ça fitait pas, et ça m'a donné un autre coup de collier, tu vois, là pour le coup. Qu'est-ce que tu as appris du coup de ça? Qu'il fallait que je me bouge sérieusement si je voulais en fait matcher mon ambition, quoi. Avoir de la liberté. On revient à cette spirale-là. La liberté, pouvoir choisir, tu vois, avoir une belle maison, pouvoir voyager, avoir une famille, puis moi me réaliser avec mes propres règles aussi, tu vois, c'était important pour moi. Quand tu vas quitter, tu vas finir tes études, ton apprentissage chez Dell, c'est à ce moment-là que tu vas te lancer dans ta première boîte? Comment ça va se passer? La bascule vers l'entrepreneuriat où tu te lances un peu dans le vide? La bascule de l'entrepreneuriat, elle se passe beaucoup plus tôt que la fin de mes études. Donc à peu près au bout d'un mois chez Dell, je me dis là mec, t'as 2 options. Soit tu la joues, tu rentres dans le moule, tu fais tout pour rentrer chez Dell. Soit il te reste 10 mois, et à la fin des 10 mois, t'es diplômé, et en fait t'arrives à vivre de tes propres ressources. Donc en fait l'urgence et le mur, il est énorme, tu vois. Là où j'ai passé mes études à me laisser porter, à profiter, quand tu arrives au pied du mur, tu te dis, putain, je suis un adulte en fait. T'es un adulte. J'ai fini l'école, gars, ça y est, ouais. C'est ça, t'es un adulte. Faut gagner ma vie. Il faut y aller, il faut prendre ses responsabilités. Et là, j'ai 3 choix, tu vois. Je me dis, clairement, là, les études, c'était bien, mais ça va pas m'aider là sur ce que je veux faire. J'ai 3 choix. Et tu vois, sur Internet, on a partout des formations tout le temps, des mentors, etc. Et moi, à l'époque, ce qui résonnait, t'as 3 genres d'axes. T'as l'immobilier, la bourse et le e-commerce. Et moi, j'avais un profil plutôt marketing. Je comprenais, tu vois, depuis petit, je me débrouille pour avoir ce que je veux dans la vie. Je fais de l'achat-revente, j'essaie de revendre mes fringues. Tu cherches dans quoi t'es bon, quoi. Je cherche dans quoi je suis bon. Et j'ai le contact humain qui est facile. J'aime bien le commerce. Donc l'e-commerce, c'est ce qui résonne avec moi au début, tu vois. Commerce en ligne, ouais. Tu vas monter plusieurs boîtes, tu vas essayer plein de choses. Ouais. Et c'est pendant le Covid, tu dis, pour toi, ça a été une opportunité. Ouais. Tu l'as transformé en opportunité, en tout cas. Tu vendais un kit d'élastique pour faire du sport à la maison. Exactement. Ouais. Tu le vendais avant le Covid ou c'est pendant le Covid que tu as lancé cette idée? Alors, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. C'est le premier projet, c'est la première marque qui m'a permis de valider mes compétences en e-commerce. Donc je faisais du sport, je faisais pas mal de sport à la maison, et je vois qu'il y a clairement un marché là-dessus. Quand tu voyages, quand tu es à la maison, tu peux t'entraîner, tu vois, plutôt que faire des pompes seulement. Bien sûr. Donc tu as une charge avec un élastique, une résistance, ce qui crée que tu fais c'est comme si tu avais un poids, mais c'est comme si tu avais un poids, mais c'est ça. Ça crée une résistance. C'est qualitatif, et ça fonctionne pas, donc je continue d'essayer. J'essaie d'ajuster mon prix, enfin voilà, je creuse quand même. Et là, coup de chance, Emmanuel Macron annonce le confinement. Fermeture des salles de sport, donc catastrophique, quoi. Il n'y avait plus de poids, on ne pouvait plus acheter d'haltères, on ne peut plus acheter rien du tout. Rupture de stock des produits en fonte, des haltères, comme tu dis. Et toi, tu as du stock à l'époque? Exactement, ouais. Et donc la marque commence à prendre, on commence à lancer, on fait des ventes, on réachète du stock, on investit. J'avais un peu d'argent à l'époque parce que l'alternance me permettait d'investir. À l'époque, ma chérie d'aujourd'hui, qui est bientôt ma femme, elle payait les courses. Elle payait les courses, tu vois, pour que moi, je puisse investir dans mes projets, dans mon stock. Enfin, c'était vraiment une galère à l'époque. Et petit à petit, on réinvestit tout. Et puis, la marque commence à bien prendre, tu vois. Vous allez faire 400 000 € directement, c'est ça? Alors, directement, non, mais sur les 6 mois, ça prend assez vite et on arrive à monter. J'avais quand même la vision d'apporter quand même ma pierre à l'édifice, de faire quelque chose de grand. Qu'est-ce que tu vas créer? Eh ben,
on l'a fait évoluer, cette boîte. Et en fait, je veux créer une salle de sport portable. Donc là, on part avec un bureau d'études, on commence à développer. Là, on fait quand même des gros investissements. J'investis plus de 20 000 € là-dedans. Moi, j'étais un novice, tu vois. J'avais pas du tout d'argent. Et même si tu gagnes 1 200 € par mois, t'as pas grand-chose. Et Bien sûr. les premières finances que je mets, 20 000 €, c'est le bout du monde pour moi. Donc on crée cette salle de sport portable. On se lance en crowdfunding, donc sur Ulule. C'est une cagnotte. C'est une cagnotte, ouais, voilà, c'est une cagnotte et j'étais trop content. On avait développé une barre pour faire carrément du développé couché, des squats, enfin j'étais trop content. T'es content de ton produit? On a un produit superbe qu'on a tout développé, donc je suis enfin fier de moi, tu vois. Je dis voilà, ça y est, je suis un vrai entrepreneur. Hyper fier, tu lances le produit. Je lance le produit. Et là, on fait chou blanc. t'en vends combien? On en vend une vingtaine. Mais il aurait fallu en vendre des milliers. Parce que quand tu développes un produit, pour lancer la production, tu as des minimums, ça s'appelle un MOQ, une quantité minimum à la production. Et en fait, c'est 1000 la production, tu vois. On en vend 20. Oh putain. Et en fait, donc tu perds de l'argent là. je perds beaucoup d'argent. Alors, on en avait gagné, tu vois, grâce à 400 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, mais on avait quand même fait peut-être 50 000 € de bénéfice, donc tu as quand même de quoi investir. Et là, je prends une sacrée tarte, la première grosse tarte après cet épisode-là. Et je comprends une chose, c'est l'importance de comprendre son client. Et là, on ne l'avait pas compris. On voulait vendre, parce qu'elle valait cher, on voulait vendre une salle de sport portable à 300 € pour une personne en fait, qui a acheté de base des élastiques ou qui voulait juste s'entraîner chez soi pour 30 ou 50 €, quoi. Donc on était à côté de la plaque. Oui, c'est pas le même marché. C'est pas le même marché, mais je l'avais pas compris. J'avais pas compris ça. Moi, je m'étais dit, on va faire le truc le plus beau, le plus solide, le plus résistant qu'on peut, mais par passion, tu vois, du développement de produit. Mais c'était à côté. Ton associé va partir. Ouais. Malheureusement, il part en burn-out, c'est ça? Il est fatigué. Alors, il y a une étape avant, c'est que on a monté, donc à ce moment-là, je m'associe avec quelqu'un et on monte une boîte de miroirs connectés. Donc un autre projet qui nous dépasse, toujours dans le sport à la maison, et justement parce qu'on était dans le marché du sport à la maison, la salle de sport portable foire, et je me dis ok, c'est pas le bon produit, c'est pas assez immersif, il n'y a pas assez de valeur derrière. Tu développes le produit. On développe le produit, on fait une grosse levée de fonds. Déjà là, c'est encore Combien? 250 000 €. Alors grosse levée. Pour nous, c'était gros. Une première levée. Beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et en fait, on veut faire un miroir connecté dans lequel tu vas avoir un coach qui va te donner un cours en direct ou en cours enregistré. Tu vas pouvoir faire du pilates, de la boxe, des étirements, tu vois. Et à l'époque, c'est un énorme projet parce que tu as de la technologie, donc tu as le miroir, mais tu as aussi une application à l'intérieur, tu as des cours en ligne. Enfin, honnêtement, c'est énorme. Ça nous dépasse, mais on a la fougue un peu du débutant, tu vois. On se dit pareil, hein, je vais beaucoup parler du marché américain parce que sur le business, il y a certains secteurs, dont le sport, où c'est un marché porteur, ils sont assez en avance. Et passionné de sport, je regarde souvent ce qui se fait là-bas. Et en l'occurrence, en Europe, il n'y avait personne sur ces marchés-là. Et j'avais vraiment envie d'innover, tu vois. Et donc ce miroir connecté, ça nous prend plus d'1 an. On développe le miroir et on se remet en fait dans une galère de fou, tu vois. Et je pense que j'ai pas compris le système. Et c'est bien, c'est-à-dire que tu as trébuché 2 fois avant de... J'ai vraiment trébuché et je pense que c'est important de souligner, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, que c'est OK d'avoir envie de faire de grandes choses. Et même si tu te manges quand tu fais ça, tu vas beaucoup apprendre. Et j'avais besoin, tu vois. En fait, j'avais besoin de me prouver à moi. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup besoin de me prouver aux autres, tu vois. Je voulais faire de grandes choses parce que j'avais envie d'impressionner. J'avais envie de prouver ma valeur, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je pense, une petite revanche que j'ai envie de prendre. Et je voulais prouver. Je voulais juste prouver, voilà. J'étais jeune, je voulais prouver. Et c'est OK. Et je pense que maintenant, encore aujourd'hui, tu vois, il y a l'envie de montrer sa valeur, tu vois, de me rassurer. Et là où aujourd'hui, je suis plus ancré dans je sais ce que je vaux. Et je pense que c'est ça. Il faut savoir aller sur son propre chemin et tu vas te réaliser sur les expériences que tu vas te prendre, les erreurs, les échecs. Et c'est là justement où ton associé va être fatigué de ses échecs et lui va décider de partir.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu dis c'est l'heure du choix, c'est-à-dire quel choix? Bah, clairement, la boîte, elle n'est pas dans le bon sens. Là aussi, tu vois, on était encore en train de pédaler dans le vide. Mon associé, avec qui on avait quand même affronté vents et marées, tu vois, il me dit, bah là, moi, je suis au bout, tu vois. Je te laisse les clés. Par contre, je te conseille d'arrêter, parce que ça pue. Moi, à l'époque, j'avais mis toute mon énergie. J'avais mis le moindre centime que j'avais gagné de ces 2 dernières années. Et sur cette boîte-là, sur cette levée de fonds, j'avais même emprunté de l'argent à mon grand-père. Il était dans l'équation, tu vois. Et pour des sommes quand même assez élevées. C'est-à-dire 50 000 euros. Et moi, de ma poche, j'avais mis 40 000 euros, tu vois. Donc j'étais dedans. 90 000 euros. J'étais dedans de 90 000 euros. Donc tu voulais pas lâcher la... Mais non, en fait, tu lâches pas comme ça. Dans ma dynamique, tant que t'as pas tout essayé, tu lâches pas, tu vois. Et donc t'as continué quand même. J'ai continué jusqu'au dernier centime. Est-ce que c'est pas une erreur, ça? Non. Non, c'est pas une erreur. Parce que dans les startups, il y a énormément d'histoires où l'avion, tu vois, a frôlé le sol, et là, tu as un client, et boum, ça part, tu vois. Et on dit aussi, c'est quand on arrive en bas de la piscine qu'on peut prendre appui sur le sol. C'est quand on est vraiment tout en bas. Exactement. On touche le fond de la piscine, on peut remonter. De un, tu sais pas de quoi t'es fait, et tu sais pas quelles opportunités tu peux avoir. Donc, dans le doute... Il y a aussi des entrepreneurs qui disent quand ça marche pas, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, il faut mieux arrêter, killer pour faire autre chose. Tuer le projet pour créer tout de suite une autre boîte, parce que parfois tu vas perdre tellement d'années, parce que tu n'étais juste pas sur le bon momentum, où les planètes n'étaient pas alignées à ce moment-là, et puis tu vas l'avoir juste sur le projet d'après, quoi. Exactement. Mais en l'occurrence, on s'est pas acharné sur la même chose, on a pivoté. Donc on était pour le grand public, pour le sport à la maison, et on s'est dit... Sortie de Covid, en fait, les gens voulaient plus entendre de sport à la maison. Ouais, ils voulaient sortir. Ils voulaient sortir, et c'est normal, tu vois. Et du coup, on s'est dit, on va se vendre dans les hôtels, dans les salles de sport, dans les coworking, et même, pourquoi pas, dans les maisons de retraite, tu vois. Partout où il y a besoin de sport un peu plus immersif, privé, tu vois. Et donc, j'ai pivoté, et été 2022, tu vois, je me souviens de ça. Là où tous mes potes profitaient, étaient en vacances, faisaient la fête. Moi, j'étais avec ma trottinette électrique à Paris et je faisais toutes les salles de sport. J'essayais de mettre le pied dans la porte, j'essayais de vendre mon projet. Et en fait, il n'y avait plus d'argent. Parce qu'après Covid, les boîtes ils devaient payer les CDI qui étaient en confinement. Du coup, personne n'avait d'argent. C'était pas le moment pour l'innovation. La pente était dure à remonter pour tout le monde. La pente était dure. Et en fait, du coup, mauvais timing. C'était pas le bon moment. Les planètes n'étaient pas alignées. Les planètes n'étaient pas alignées. Et dans la vie, tu peux forcer autant que tu veux. Si c'est pas ton moment, ça sert à rien. Du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Moi, je suis essoré, tu vois, aussi. J'arrive en bout de course et j'accepte, tu vois, la défaite, entre guillemets. Et là, par contre, j'ai compris un truc. Entre l'ambition et l'acharnement, le fossé est très fin. Mais il faut parfois savoir le reconnaître, tu vois. Il ne faut pas être non plus entêté. La frontière est fine. La frontière est fine, entre les deux. Ouais, où tu te dis, tiens, ça va peut-être être trop, là. Ouais. Donc, tu arrêtes, tu fermes la boîte, tu tires un trait sur l'argent que tu as investi, donc tu as perdu, là. Alors, à ce moment-là... Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Ouais, et puis j'avais pas envie de décevoir non plus, tu vois. Il y avait une dizaine d'investisseurs, de business angels, c'est des investisseurs qui mettent des tickets dans la boîte. Donc, ils prennent une petite part en échange d'argent au début pour aider la boîte à se lancer. Exactement, et j'avais pas envie de les décevoir eux, c'est quand même par respect, tu vois, ils investissent de l'argent. Moi, mon métier, c'est quand même de tout donner, tu vois. Et à ce moment-là, c'était une période assez difficile parce que quand tu es à fond en tant qu'entrepreneur, que tu te donnes corps et âme, que tu as des gros problèmes d'argent, que ça ne fonctionne pas, que ton estime même, elle prend un coup parce que, en fait, tu dis, mais ça marche pas, mais peut-être que je suis nul, tu vois. Tu te poses la question. Mais tu te poses la question. Il y a que des échecs, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des échecs, et j'essuie échec après échec, tu vois. Et pourtant, je fais de mon mieux. Et la direction, elle est belle, elle est là. Et en fait, quand tu es dans cette condition-là, tu dors mal.
tu es en force dans ta vie, tu es en force dans ton mental. Il n'y a rien qui va. Et moi, à l'époque, ce qui est très difficile, c'est ma condition physique. Tu vois, je te parlais de mon ligament croisé qui était assez ancien, mais à cette époque-là, je faisais aussi de la musculation. Et en fait, je forçais, tu vois, dans ma vie en général. Tu as un projet qui ne marche pas, tu forces. Au sport, tu n'as pas envie d'être faible dans ta tête, dans ton corps, tu forces. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'écoutes pas ton corps? Tu as des signaux de douleur. Et à cette époque-là, j'avais des tendinites aux 2 poignets, aux épaules, mes genoux, c'était une catastrophe. Et quand j'ai fermé la boîte, je me souviens, c'était un relâchement, tu vois. Et là, je me suis dit, Hugo, va falloir que tu t'occupes de toi. C'est le moment. Il faut passer à quelque chose d'autre, tu vois. Et donc là, j'ai arrêté la musculation. Je suis allé chez le kiné. On a traité les choses correctement. J'ai fait du renforcement. On a essayé de baisser les inflammations. Et j'ai quand même une personnalité qui est assez obsessionnelle. Quand il y a quelque chose qui est important pour moi, je mets le temps, je mets les efforts. Et à ce moment-là de ma vie, je me renseignais en fait sur mon corps, sur la mobilité, sur toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est ça en fait que je pense a beaucoup joué sur l'arrivée de Flytex. Parce que j'étais passionné, tu vois. J'étais passionné par l'écoute de mon corps, par comment est-ce qu'on évite les blessures, comment est-ce qu'on revient d'une blessure, comment est-ce qu'on se soigne, comment est-ce qu'on pratique de manière saine, tu vois. Et j'utilise souvent l'exemple de la voiture. Tu vois, quand tu veux une voiture rouge, et ben en fait, d'un coup, quand tu es dans la rue, tu vas voir plein de voitures rouges. Et ben moi, à ce moment-là, mon sujet numéro 1, c'était de récupérer mon corps, qui était complètement rouillé à 25 ans. Et j'avais une peur réelle, qui était, je vais passer comment ma trentaine? Et je vais arriver comment à 60 ans? Mon corps, il est rouillé, là. Je vais faire comment? J'avais cette peur. Et du coup, quand je me suis dit, bon, il va falloir retrouver le moyen de manger, il va falloir retrouver un projet, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour moi. Je suis un entrepreneur et je veux réussir. C'est pas parce que j'ai eu des échecs que je vais m'arrêter là. Et à ce moment-là, les projets dans le sport santé ont beaucoup plus résonné. Combien de temps tu vas penser à cette idée avant de la lancer? Honnêtement, c'est allé assez vite. C'est allé très vite. En fait, quand je pivote, quand j'ai une rupture, alors j'ai plusieurs mois, tu vois, où je suis en stress total, zone rouge, on ne sait pas où on en est. J'avais des bureaux à l'époque que j'arrivais pas à lâcher parce que j'étais en bail commercial, enfin, grosse galère. Quand je vois au début, je m'intéresse à deux sujets. Il y avait le marché de la compression, donc c'était des chaussettes de compression. C'était ultra utilisé sur le sport, sur la récupération, des choses comme ça. Et il y avait le maintien articulaire pour l'arthrose, pour les seniors, qu'on pourrait adapter au sport. Je bosse les deux sujets et donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je fais un test marché. Donc je fais des recherches, je trouve des usines, je trouve des technologies au début. Moi, je suis pas un ingénieur, donc je réinvente pas la roue. J'ai une approche qui est très terrain. Et là, en l'occurrence, j'avais les armes pour tester sur moi, tu vois. Donc je vais trouver un fournisseur. Je commence à penser, tu vois, à toute ma vision. Donc quand je donne le terme Flytex, alors Flytex, au début, ce qu'on lance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Au début, j'utilise des manchons, tu vois, qui ont de la compression à l'intérieur. Il n'y a pas autant de maintien qu'on peut avoir aujourd'hui. T'as amélioré le produit, quoi. On a amélioré le produit, mais encore après, tu vois. T'as des associés à l'époque? Non, j'en ai toujours pas aujourd'hui. Ouais. T'es parti tout seul et t'es resté tout seul? On est parti tout seul. Donc je regarde des technologies qui fonctionnent déjà, qui sont observées, tu vois, sur les randonnées, sur la marche, les choses comme ça. Et je teste sur la partie sportive, tu vois. Tu testes ton propre produit? Voilà, je teste mon propre produit. Tu as besoin de lancer avec combien d'argent cette boîte? Tu as besoin de combien pour commencer? Environ 5 000 €. Tu es obligé de toute façon, il n'y a pas de résultat sans risque. Là, cette fois-ci, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience. Quand tu dois bosser sur des miroirs connectés, des salles de sport portables, on travaille avec des bureaux d'études, etc., c'est quand même du développement de produits qui est assez lourd, tu vois. Mais je sais aussi faire beaucoup avec peu. Et en fait, la première marche dont tu as besoin quand tu veux monter une boîte, tu as simplement besoin de voir, est-ce que ma proposition de valeur peut fonctionner en face?
c'est la seule chose dont tu as besoin. Et là, en l'occurrence, le fait de pouvoir sourcer un produit existant, de pouvoir ensuite construire ta marque, en fait, ta vision, et la tester, la challenger sur un marché, tu vas avoir une réponse. Cette réponse-là, elle va te permettre ensuite de prendre de gros risques. Il y a une réponse marché. On observe des effets sur le sportif, mais ça glisse. Il y a des défauts, quoi. Le maintien, il est pas assez présent. Il n'y a pas assez de respirabilité, on a trop chaud. Enfin, normal, parce que c'est pas une technologie qui est adaptée pour le sport, tu vois, de base. Mais c'est un peu comme ça que viennent les innovations. Tu vois. Bien sûr. Nike, quand il a lancé ses premières semelles renforcées, à la base, il n'y a pas forcément d'innovation qui existe. Il part d'une chaussure classique et derrière, il l'améliore. Aujourd'hui, Flytex, il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent. Il y a Baki, par exemple, en MMA. Ouais. T'as qui d'autre? T'as Djibril Cissé, je crois, qui l'utilise, qui est venu d'ailleurs ici. T'as d'autres sportifs aussi que j'ai pas sur la liste. Enfin, il y en a plusieurs. Tu sais quand ils achètent, ils te contactent? On a pas mal d'athlètes. On a Alan Kao aussi, qui est champion Aerox, c'est ça. Il y a d'autres sportifs que tu aimerais avoir? Ouais, alors t'as Alan Kao, t'as aussi Nasri, t'as Orlinski, Richard, qui joue beaucoup au paddle, qui l'utilise. On a énormément d'athlètes aujourd'hui. Comment tu le sais? Tu vois quand ils commandent? Tu vois des noms qui disent quelque chose? Comment tu le sais? Souvent, c'est la communauté donc, de Flytex qui est très soudée, qui nous envoie, qui nous partage des photos. Par exemple, si je te parle de Nasri, il avait mis un post. Tu parles de Samir Nasri? Samir Nasri, ouais. Le footballeur. Il avait mis un post où il a les 2 maintiens de compression Flytex pour genoux et jambes. Et je suis là en mode, mais c'est incroyable, tu vois, que tu as des personnalités comme ça aussi, ça donne de la visibilité. C'est parce que c'est efficace. Il y a un an, tu avais 110 000 clients. Cette année, tu en as 200 000. Tu fais x2 en un an. C'est quoi l'objectif, là? On a même un peu plus de 200 000 clients aujourd'hui dans le monde. Mon objectif, c'est d'arriver à 1 million de clients d'ici 2030. Et en fait, l'objectif, tu vois, quand tu as quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, qui accompagne les gens, qui les aide, et quand tu vois les retours qu'on a, c'est d'aider le plus de monde possible. L'entreprise d'une boîte aussi, c'est de croître, c'est de faire de l'argent, mais de l'argent aujourd'hui, c'est fait avec du sens, tu vois, ça me passionne. Donc si on peut impacter le plus de monde possible, moi je suis content. Tu vois. Vous êtes combien aujourd'hui à bosser là-bas? On est 36 dans Flytex. On parle des sportifs, des blessures, des sportifs de haut niveau. On parlait tout à l'heure du bodybuilding. Il y a un sport où tu tires sur les articulations, tu dois soulever des poids hyper lourds. Vous allez voir, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre, vous allez halluciner sur les chiffres. Il s'appelle Théo Le Guerrier, c'est son vrai nom. Et donc c'est le nom sur ses réseaux sociaux aussi. C'est un des grands champions de bodybuilding français. Donc il fait 135 kilos. Il va venir maintenant sur le plateau, il va nous raconter son quotidien de bodybuilder. Comment il fait, combien il mange, comment est-ce que ça se passe en réalité. On n'imagine pas, il en vit aujourd'hui, il a des sponsors. C'est donc son métier, c'est pas juste un loisir. Tu t'y connais en bodybuilding ou pas trop forcément dans ce sport-là? Alors, j'en ai jamais pratiqué professionnel, mais par contre, je m'y intéresse. Je m'y intéresse parce que je trouve incroyable l'effort qu'il faut fournir et surtout l'implication. Ce que je respecte énormément chez les bodybuilders, en fait, c'est l'assiduité et l'engagement qu'ils ont. Parce que arriver avec des physiques comme celui de Théo, faire 136 kilos, c'est des dizaines d'années avec une rigueur, avec l'alimentation, les entraînements, le sommeil, qui est incroyable. Et donc, oui, c'est une rigueur. J'ai beaucoup de respect pour ça. Parce qu'on dégonfle vite à la muscu. Pour ceux qui en font. Un tout petit peu, tu sais que tu prends un petit peu, tu pars en vacances, tu t'arrêtes 15 jours, tu perds tout, ça va très vite. Alors pour arriver à ce niveau-là, on ne se rend pas compte du sacrifice que ça doit être aussi. C'est énorme. On va le faire rentrer, il va nous raconter tout ça. Juste avant, où est-ce qu'on trouve du Flytex? Est-ce que c'est que en ligne? Est-ce qu'il y en a à dispo dans un magasin? Ça se trouve où? Dans Flytex, aujourd'hui, c'est uniquement sur notre site internet et c'est un choix. Il y a beaucoup de magasins qui voudraient nous rentrer, mais aujourd'hui, on a encore une jeune marque en développement. C'est important pour nous de tout maîtriser, de maîtriser le discours, mais de maîtriser également nos prix. Donc pour l'instant, on est 100% en ligne. Ouais. D'ailleurs, je vais mettre un code de 15% pour les gens qui regardent l'épisode et qui veulent commander. En marquant quoi? Je vais mettre le code, on va mettre Légende. On va mettre Légende, ouais. Sans E, hein, L-E-G-E-N-D. Voilà. Rajoute un E aussi, s'il y en a qui se trompent, mais L-E-G-E-N-D. Et tu disais 15% sur la commande? Ouais, ça. 15%. Comme ça, si vous voulez aller voir directement sur Flytex, on va faire rentrer maintenant Théo Le Guerrier, le bodybuilder. C'est parti. Ça y est, Théo vient d'arriver. Bienvenue, Théo.
Salut. Théo Garrier, t'es breton, toi, c'est ça? Exactement, ouais, de Rennes, Eh plus ben, précisément. On embrasse les Bretons. T'as fait l'aller-retour? Exact. Je suis aller-retour, juste Et- pour vous aujourd'hui. Tu es venu avec qui? Merci en tout cas. Avec mon petit frère, avec qui je travaille à plein temps. Vous bossez tous les deux? Exactement. Il bosse avec toi, en fait. En gros, vous êtes complémentaires. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis vraiment à la base purement athlète. Et aujourd'hui, un petit peu pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc., les partenariats et ainsi de suite. C'est mon petit frère qui chapeaute tout ça. C'est fou comment tu me paraissais musclé il y a 2 minutes. C'est dur. Là, c'est Go, et dur. puis ça, quand même. Tout va bien se passer. Tout est remis en perspective. Mais Tu ça fais va. 135 kilos Exactement, pour ouais. 1m80. Ouais. Tu fais quelle taille, toi, Hugo? 73. 1m73. Et tu fais combien? 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos, donc il y a 50 kilos d'écart. Voilà. Est-ce que c'est un problème pour toi? Non, tu m'as dit que je pouvais te poser toutes les questions. Ouais, bien sûr, on est là pour ça. intéressant. Je voudrais ouvrir le bodybuilding et que tout le monde puisse comprendre ce qu'on vit, à quel point c'est un métier aussi d'athlète. C'est Clairement. pas à l'avance, ça va être beaucoup de sacrifices, tu vas nous dire. Est-ce que c'est un problème pour toi de t'asseoir sur certaines chaises? Là, on avait un petit tabouret sur lequel s'est mis notre ami qui cadre et tout, mais est-ce que ça peut t'arriver de casser les sièges? Ouais, très honnêtement, ça peut être assez compliqué. Faut pas trop que je bouge, en tout cas. Il y en a qui ne tiennent pas longtemps, mais il y a pas mal de trucs comme ça du quotidien où, effectivement, avec le poids, ça peut devenir une galère. Notamment, tu vois, la literie. Genre Ah, le lit, ah ouais, ton matelas, il te fait... T'as déjà pété des lits? ouais, alors, des lits, ouais, les lattes, donc plus de lits avec des lattes. Et en plus de ça, ton matelas, bah, tu le tues au bout d'un an, quoi. Tu rentres dans une voiture classique? Ouais, Mais à difficilement sur l'arrière, certaines. à l'arrière au milieu, quoi. Non, l'arrière, c'est clairement pas la bonne idée. Mais il faut une voiture particulière, non? Dans une petite citadine, ça doit être chiant. Non, honnêtement, bon, ça va. Si je suis devant, tout se passe bien. Mais si déjà t'as du monde derrière, je peux pas reculer, etc. Ouais, Moi, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui se sont retrouvés à côté de toi en avion. infernal. Non mais infernal. Ça, c'est un problème. Ah, c'est un vrai problème. Et même moi, j'en suis gêné en fait. Ouais, par rapport aux t'arrives, gens ils qui te sont- voient, ils te disent « Oh putain, merde. Ouais, tu le lis dans les yeux de Ah, t'es quelqu'un, trop- tu vois. t'es trop solide. Ça m'est arrivé. Trop large d'épaule. Ça m'est arrivé avec quelqu'un qui était très corpulent, tu vois, dans l'avion. J'arrive, on se regarde tous les deux, eyes contact, et on s'est dit, non, ça va pas le faire. Et du coup, tu vas voir l'hôtesse et tu dis il y a un problème. Ouais, en général, ils sont très compréhensifs. S'il y a de la place, ils me déplacent, etc. Donc ils sont sympas. Toi, tu as quel âge? Tu as 33, non? 33, c'est ça exactement. Tu as 33 ans. Ça fait combien de temps que tu fais on disait tout à l'heure, c'est peut-être 20 ans de sacrifice, tu vois. Ouais, c'est pareil, c'est une quinzaine d'années pour les compétitions. Donc une quinzaine d'années et oui, ça met beaucoup de temps. Le bodybuilding, C'est souvent, très on dit ingrat. que c'est très ingrat. On dit souvent que c'est un marathon et pas un sprint. Et clairement, c'est ça. Tu arrives dans tes primes, on va dire, donc vraiment ton meilleur physique, tu peux le présenter à partir de 35 ans. Donc effectivement, j'y suis pas encore. Donc tu vois, il me reste encore pas mal de temps et c'est une carrière sportive qui est assez longue, mine de rien. Et quand tu dis une carrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu en vis, tu gagnes de l'argent. C'est pas juste une passion. Parce qu'il y a des bodybuilders qui font ça par passion. Bien Toi, sûr. c'est vraiment ton métier, tu es professionnel. C'est mon métier à part entière. Donc, pour diverses raisons, je fais partie d'une ligue privée, une ligue américaine, etc., qui s'apparente par exemple à la NBA pour le basket ou à la NFL pour le football américain. Donc, c'est une ligue fermée avec des prize money. Et à côté de ça, je vis aussi grâce à mon image, comme tous les autres sportifs, avec des sponsors, etc., des événements notamment. Et quand tu dis des prize money, c'est-à-dire que quand tu gagnes un titre, tu gagnes de l'argent. C'est ça, exact. De la première place souvent à la 5e, voire plus sur certains concours. Il y a justement des primes à remporter, la plus haute étant 750 000 $. Que tu as gagné toi? Non, je ne l'ai pas encore gagné. Peut-être un jour, espérons-le. Mais Je le souhaite. ouais, c'est la meilleure prime que tu peux gagner, en tout cas sur une première place sur le... Il y a beaucoup de Français dans ce domaine? Non, il n'y a pas beaucoup de Français, enfin du moins à ce niveau-là. On est quelques professionnels. Donc il y a beaucoup d'amateurs qui veulent justement rentrer dans cette ligue, avoir une carte professionnelle, etc. Et aujourd'hui, il y a quelques Français qui sont professionnels et qui veulent justement accéder aussi au plus haut niveau mondial. Vous vous connaissez tous? Est-ce que ça se tire la bourre ou c'est plus copain? Et comment c'est? Bah écoute, c'est vraiment c'est assez particulier. Tu sais pas trop, des fois il y a peut-être aussi des amitiés un peu fake, on va dire, un peu fausses par moment, etc. Mais non, la plupart du temps, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, mais surtout avec les athlètes aussi, même à l'étranger, etc. Mais bien sûr, moi je souhaiterais que la plupart des athlètes français, en tout cas, on puisse même combattre ensemble sur scène, sur les plus hautes scènes. Tu dis combattre, mais vous ne Ouais. vous touchez pas, c'est juste évidemment. C'est vrai. En fait, c'est un concours de. En fait, c'est comment un on peut le concours, décrire, on va dire vraiment un peu de comparaison. de comparaison de corps. C'est ça, il y a des poses qui sont imposées, donc on fait tous à peu près les mêmes poses. Et selon ça, en fait, on va te juger par rapport à ta masse musculaire, donc le volume que tu représentes, si t'es plus ou moins gros, on va dire, grossièrement, la condition musculaire, donc savoir si t'es plus ou moins sec, et que tu as la peau à fleur du muscle, comme un écorché un petit peu en science,
Le but, c'est qu'on voit vraiment toutes les fibres musculaires, tout le dessin, la profondeur. Et en même temps, ta dureté musculaire et l'équilibre général, ta symétrie. Et alors, tu vas t'inscrire à 16 ans. On va mettre des photos de toi à l'époque. Je vous le mets à l'image. Tu vas découvrir que tu prends très vite par rapport aux autres. Ouais, c'est ça. En fait, je suis arrivé à la salle et je me suis très vite rendu compte que je me musclais très rapidement. Et j'avais aussi des facilités, notamment à porter des poids assez lourds, ce genre de choses. Après, je pense que vraiment le bagage de la gymnastique avant, c'est le fait d'être éduqué à faire du sport, à s'entraîner dur, à connaître ce que c'est de se faire mal pour arriver à un résultat. Ouais, de souffrir. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, souffrance, t'assimiles la souffrance à un résultat, en fait. Donc, tout simplement, quand j'ai commencé, c'est comme quelqu'un qui a déjà de l'expérience là-dedans, donc je me suis donné à fond. Et ouais, du jour au lendemain, je voyais que mon corps changeait et que je portais les poids des mecs qui étaient là depuis 5 ans, quoi. Mais il y a de la génétique, du coup, un peu. Exactement. Est-ce que n'importe qui pourrait devenir bodybuilder? Est-ce que, Non. Tu vois, Non. quelqu'un qui est vraiment très sec aujourd'hui, demain peut devenir comme... Enfin, en 15 ans de travail, Bien sûr. peut devenir comme toi. Non, on peut devenir comme moi, non. Après, on a tous prédisposé, si tu veux, à aller plus ou moins loin là-dedans. D'être bodybuilder, c'est plutôt, on va dire, presque un état d'esprit, un lifestyle, si on peut dire, quoi, une hygiène de vie particulière. Mais on ne peut pas tous peser un certain point, développer ses muscles de cette manière, etc. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus à même de prendre du muscle que d'autres, quoi. Pour parler chiffres, si tu veux bien, Ouais. Comparer, on va demander par exemple, toi Hugo, tu fais combien de fois par semaine de la salle? 3. 3. J'alterne avec de la beaucoup. course. Je fais un jour sur 2, en fait. Ah, tu fais de la course à pied? Ou course ou musculation, ouais, c'est ça. On va parler de protection après, mais là, je voudrais qu'on parle de chiffres 2 secondes, qu'on se rende compte de la taille de ce que tu peux soulever. On va parler d'haltères déjà très simplement, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. En biceps, tu fais du comment on appelle ça? Ouais, du curl, quand tu peux soulever les... C'est-à-dire, tu ouais, soulèves les très haltères. simplement le biceps, ok? On essaye de s'adresser à tout le monde, y compris si vous ne connaissez pas du tout la muscu ou le bodybuilding. Combien est-ce que tu vas prendre si tu veux faire des... Moi, je prends du 10 kilos, voire... Ouais, c'est ça, entre 10 et 14. Entre 10 et 14. Selon ce que tu veux faire, ouais. En fonction des répétitions. Ouais. Toi, tu peux arriver à combien Sur des séries de 10 répétitions, on va être au-delà de 30 kilos, sur juste les Terrifiant. biceps, quoi. 30 kilos juste sur le biceps, ouais. Ouais, bien sûr. Sur les élévations pour les épaules, c'est ce mouvement. Tu fais 30 kilos sur les épaules? Non, là, mon maximum sur des séries, je fais 50 kilos dans chaque main. Et je vais soulever, tu vois, les mains à la hauteur des Tu épaules mets sur les 50 côtés. kilos dans chaque main? Ouais. Donc presque une personne, quoi. C'est relou. Parce que tu sais, ça, le biceps et les élévations C'est beaucoup, latérales, c'est des exos. Normalement, t'es un peu douloureux. en léger. T'es dans les mecs comme toi et moi. 4-8. Déjà, tu prends du 8, tu fais une grosse série, ça brûle, quoi. Ouais, c'est chiant. C'est ça, Bien ouais. sûr. Tu mets 50 kilos? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est quoi des haltères de 50 kilos? C'est des barriques. Ils sont juste beaucoup plus gros que tes 10, quoi, tu vois. Mais ouais, non, Attends, mais, c'est... pardon, Faut avoir le grip en plus, etc. ouais. Dans toutes les salles de sport, il n'y a pas des haltères de 50? De plus en plus maintenant. C'est vrai? beaucoup démocratisé et il y en a quand même de plus en plus, ouais. C'est quoi les plus gros haltères qui existent, d'ailleurs? Ah, écoute, je sais pas s'il y a une limite, mais moi j'ai déjà vu des haltères de 100 kilos, de 5 kilos dans chaque main, ouais. Qui c'est qui fait ça? C'est Ronnie et tout à l'époque. 100 kilos dans chaque main? Ouais, 100 kilos dans chaque main. Après, c'est plus des accessoires, hein. Oui, Vraiment c'est dans les pour, salles, tu vois, Eh oui, pour que les gens un petit peu fassent même du contenu avec ou quoi que ce pour soit. le folklore, quoi. Exactement, ouais. Et attends, en développé couché, pour donner un deuxième chiffre, pour qu'on puisse comprendre, voilà. Développé couché, c'est quand on est allongé sur un banc et qu'on soulève une barre, en gros, qu'on pousse une barre au niveau des pecs. Ouais, c'est ça, ouais. Un humain normal qui va pas trop faire de sport va mettre combien à peu près, Hugo? Bah, je sais pas. Alors, il y a toujours, dans les commentaires, vous allez dire, ah, moi je mets plus, je mets moins. C'est grosso modo. Moi, j'ai moyenne, quoi. pas un niveau de fou et je soulève 80 kilos. 80 kilos, c'est déjà bien. 80 hein. kilos et c'est pas évident, tu Donc vois. 80 kilos, donc, et tu fais du sport 3 fois par semaine. Donc, Ouais, c'est ça. Sportif. Sans objectif musclé. de force, mais je pense que, ouais, en vrai, entre 60 et 100 kilos selon les gabarits. Si tu Pour veux. faire combien de répétitions? 12. 12. Je vais faire 12, ouais. Voilà, donc entre 50 et 100 kilos, 12 répétitions. Combien tu fais, toi, sur 12 répétitions? Ah, sur 12 répétitions, je pratique pas beaucoup le développé couché. Et quand t'en fais un, par exemple, t'arrives à mettre combien? C'est pareil, je fais pas forcément de max, mais potentiellement, on a essayé un peu dernièrement de regarder ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner un 230, 240 kilos sur une répétition. Ouais. 240 kilos. Ouais. La barre est penche. La barre est plie, ouais, elle se tord un petit peu. Mais tant mieux, c'est bon signe. C'est bon vrai signe. Ouais, c'est bon signe. Si la barre se tord pas, on n'y est pas. Incroyable. Ah oui, c'est pour que vous puissiez comprendre. Après, est-ce que, quand on fait beaucoup de bodybuilding comme toi, est-ce qu'on est moins souple? Tu peux pas tout travailler. Alors effectivement, ça pourrait être restreindre vraiment sur la souplesse à partir du moment où tu ne la travailles pas.
Donc effectivement, tu peux perdre un petit peu de mobilité, déjà ne serait-ce que sur la souplesse, et puis tout simplement parce qu'après, en mobilité pure, tes muscles aussi prennent beaucoup de place. Donc tu vas forcément en perdre un petit peu. Aller, le fameux truc d'aller de se toucher le dos ou d'aller chercher un truc dans le milieu de mon dos, c'est impossible que j'y arrive. Ah, tu peux, ouais. Souplesse ou pas souplesse, c'est juste qu'au niveau de y ma a trop de carrure, muscles. c'est ça, exactement, c'est impossible. Mais néanmoins, c'est un truc que je travaille, que ça soit tant bien pour être performant, ça va me mouvoir, etc. Et puis tout simplement bien vieillir, prévenir des blessures notamment. Donc mobilité, étirement tous les jours. Tu t'es déjà blessé très fort en faisant de Théo, en poussant un poids 230 kg. Est-ce qu'à un moment, il y a un muscle qui peut lâcher? Mais en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, très souvent, tu te blesses, pas quand tu réalises tes plus grosses performances. C'est soit quand t'es un petit peu fatigué, soit tu fais un truc complètement inhabituel, ou tu te fais un défi un peu à la con avec les potes, tu vois. Et c'est souvent là où ça pète. En l'occurrence, en ce qui concerne vraiment la muscu, je me suis déchiré le grand dorsal gauche, en faisant des tractions. Un matin, j'étais fatigué, à jeun, pas bien hydraté, donc vraiment tout bête. Là, j'avais juste mon poids de corps. J'étais suspendu aux tractions, j'ai juste entendu... Et en fait, j'ai tout le dorsal qui a lâché. Lâché. Donc, quelques heures après, ou le soir, je commençais à avoir du sang qui se diffusait dans le dos, donc sous la peau, quoi, et ça finit par finir. Comme un gros bleu? Ouais, c'est ça, comme un énorme hématome. Mais tu vas à l'hôpital ou pas? Ils te remettent le muscle? Alors, si t'as une lésion intégrale, oui, mais en fait, sinon, si c'est juste une déchirure, entre guillemets, partielle, une grande partie de ton muscle est déchirée, ils n'ont pas besoin de t'opérer ni quoi que ce soit, en sachant que j'étais en prépa, quoi. Donc, je préparais une compétition. J'avais ça, je me dis waouh, je vais être au bout de ma vie, mais du coup, en fait, je suis même allé à ma compète avec la tache sur le dos, avec le dorsal déchiré, oui quoi. Ouais. C'est pas très agréable, mais on l'a fait, quoi. On a serré les dents. Tu manges combien de fois par jour? 6 fois. 6 fois. C'est vrai. Comme un nouveau-né, en fait, un peu finalement. Toutes les 2h30, 3h, Et bon. j'ai ma dose, ok, c'est parti, quoi. Et tu attends donc, c'est quoi tes repas? Parce qu'il y a le petit déjeuner. Ouais, petit-déj où il y a beaucoup d'œufs. Hein, tu vois, donc ça, c'est pas une légende ici. Combien d'œufs le matin? Ah, ça peut être une 14 ou 15. Non, je te crois pas. Si, je te jure. Attention, pas entier, le blanc d'œuf, il y en a juste 2 qui sont entiers. Mais ouais, 14-15, j'ai à peu près 500. Tu enlèves le jaune? Ouais, exactement. Sauf 2, tu dis? Sauf 2, ouais, c'est ça. Pour avoir un peu de matière grasse. Ouais, en fait, si j'ai trop de matière grasse, ça va pas non plus être bon, mais il m'en faut quand même aussi les essentiels. Tu manges 14 œufs? Ouais. Attends, mais pardon, on va Pas parler... économique, hein. C'est ce que j'allais te dire. Ah oui. C'est énormément. Ah, c'est un budget énorme. Bah, tu vois, au même titre qu'un mec qui fait du karting ou de la moto, il s'achète des pneus pour aller faire de la course. Oui. Bah, moi, en fait, ma dépense, ça va être C'est alimentaire. la calorie, c'est ce que tu vas manger. Exactement, ouais, c'est ça. Tu manges 14 œufs le matin. Mec, Ouais. C'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que tu manges d'autre? Bah, tu manges du pain avec. Ah, déjà, non, je mange, par exemple, de l'avoine avec. Ah ouais, putain, c'est. Là, on a senti la déception. T'as plus faim, là. Ok, donc t'es un cheval, quoi. Super. Non, attention, aujourd'hui, il existe quand même des super trucs. De la farine d'avoine aromatisée, par exemple, je le mélange avec mes œufs, je fais des crêpes avec ou des pancakes. Oui, quand même. Donc, tu d'accord. vois, T'as ça un peu va. de plaisir. Oui, on C'est n'est plus dans les important années pour le moral. 70, tu vois. Aujourd'hui, C'est important pour le il y a moral. plein de choses qui sont faites. Bien sûr, mais en fait, si tu veux, ça pour n'importe quel régime. C'est pour ça que je me permets de le dire et pour tout le monde. Le bon régime, c'est celui que tu peux tenir dans le temps. Ouais. Si tu te fais trop mal après, tu vas repartir, tu vas faire n'importe quoi. Si tu te fais plaisir au quotidien, que tu arrives à prendre du plaisir dans ta diététique, c'est quelque chose qui va être possible de durer pendant 6, 8 mois, 1 an. Donc c'est ça le meilleur des régimes. Donc tu manges le matin au réveil, tu en manges quand du coup 6 fois par jour? Bah 2h30 après, hein. Et tous les 2h30? Ouais, donc ça vient vite. Bah ça fait partie du boulot, quoi. Donc si jamais tu me croises en train de manger, je te dirais, je suis en train de bosser là, me dérange pas. Ouais, putain, début, donc milieu de matinée vers 10h30. Ouais, c'est ça, exactement, 10h30, 11h après, et je remange. Donc ça va être là, par exemple, du riz avec du poulet. Pour te donner une idée, en ce moment, un repas, ça pesé cuit, je vais avoir à peu près 450 grammes de riz, Ouais. 2 escalopes de poulet, par exemple, et des légumes, quoi. Donc en fait, je vais presque être à 1 kilo sur le repas. Par repas. Ouais, par repas. Ouais. Donc tu pourrais manger un poulet rôti tout seul. Ah oui, sans difficulté. Là, en termes de Obélix, satiété, c'est ça va. Obélix. Oui, c'est un peu ça, C'est finalement. incroyable, c'est incroyable. Mais ouais, tu t'es capable, et c'est aussi, comment dirais-je, une des qualités, je sais pas si c'est le mot, mais que tu dois avoir si tu veux en fait être dans ma catégorie. Si t'as pas faim. En open, parmi les plus lourds, parmi les plus développés musculairement. Si t'as pas cette appétence, si t'arrives pas à avoir cet appétit-là, c'est impossible pour toi. Parce que tu sens que tu manges plus qu'au début, avec le poids que tu Bien as pris, sûr. la masse que tu as pris aujourd'hui. Mais en fait, c'est ton métabolisme, en fait. Donc, plus tu vas prendre du muscle, plus tu vas augmenter ton métabolisme, au même titre qu'une voiture. Plus le moteur est gros, plus il consomme de l'essence. Donc, Ouais, c'est aussi bête que ça. mes besoins sont beaucoup plus élevés. Moi, aujourd'hui, même en étant assis, je brûle des calories. Ah bon? Ouais, bien sûr. Même à l'arrêt? Ouais, même à l'arrêt. Parce qu'en fait, tellement de masse musculaire fait qu'en fait, tu as un besoin énergétique
qui se créent en fait à chaque fois. Tu vas devenir pro en 2018 après. C'est-à-dire que tu vas enchaîner les victoires en amateur, les compétitions que tu fais au début. C'est ça, Tu vas ouais. commencer à gagner. Tu gagnes pas d'argent en amateur du tout? Non, tu gagnes pas d'argent, tu gagnes des pots de protéines, des poignées de main, tu vois. Mais à l'époque, t'es presque content, quoi. J'ai gagné une fois de l'argent, mais c'est sur un GP, mais peut-être, tu vois, 300 €. Donc oui, tu fais pas du tout ça Tu pour... gagnes des médailles? Oui, voilà, génial. Mais, Non, mais déjà, effectivement, ça t'encourage à continuer? oui, c'est ça. Et puis en fait, si tu veux aller loin dans le sport, c'est qu'à la base, tu le fais pas pour l'argent. Tu peux pas te mettre dans des conditions pareilles pour ça, donc... C'est là où ça va mal se passer, justement, en 2018. Tu pars à Las Vegas. Ouais. C'est là, tu disais que tu avais vécu une grosse galère. Ouais, exactement. Je pars à Las Vegas. Je sais pas, j'ai 25 ans. À l'époque, je finance encore tout seul. Je pars aux États-Unis. C'est la première fois que je vais aux États-Unis. Je me dis, waouh, incroyable. J'arrive, tu sais, à Las Vegas. Las Vegas, c'est vraiment incroyable. Ouais, j'arrive en voiture en plus de Los Angeles, dans une Cadillac, où je vois illuminer Las Vegas la nuit et tout. Je dis, waouh, c'est fou. Et en fait, si tu veux, le soir, veille de ma compétition, je fais une intoxication alimentaire, quoi. Donc je me dis, je suis à l'autre bout du monde, j'ai ma compétition le lendemain, je suis en train de vomir mes tripes toute la nuit aux toilettes, ça va pas du tout. Et puis au-delà de ça, j'ai mal au ventre, c'est atroce. Je me réveille le lendemain matin et je suis censé du coup aller à la compétition. Et je me dis, waouh, là déjà, je suis vraiment pas bien, quoi. Je suis étourdi, je tiens pas debout, je suis hyper faible. Et de deux, je me dis, ok, j'ai niqué ma condition physique, donc ce que je fais depuis des mois, tous les sacrifices que je fais là aujourd'hui, ils sont partis en fumée en une nuit. Et puis en plus de ça, c'est pas de ma faute, quoi. Je trouvais ça hyper injuste. Et écoute, je me dis, j'envoie un message à un pote et tout ça, il me dit, écoute, tu commences, tu finis, tu vas au bout, quoi. Et je dis, bon, ok, tant pis, de toute façon, je suis là, je vais au bout, je me rends. Et tu y vas quand même? Ouais, je me rends à la compétition, je me vois encore arriver dans les vestiaires, enlever mon survêtement, la tête qui tourne en enlevant le survêt. Un peu vaseux, quoi. Ouais, complet. T'as pas d'énergie, t'as la tête qui tourne, le ventre toujours gonflé, des crampes à l'estomac, mais pas possible, tu vois. Et du coup, après, je monte sur scène, je passe un moment qui est... je crois que je suis pas trop là. À la limite, du coup, je suis ultra détaché de ce qui se passe, mais vraiment. Et vient l'heure du résultat. Alors, t'as les résultats par catégorie. Donc moi, je suis chez les lourds à l'époque. Et là, je vois deuxième, troisième, premier, c'est moi. Je gagne ma catégorie, je me dis, waouh, incroyable. Mais après, tu as le toute catégorie pour aller gagner cette fameuse carte professionnelle. Donc ils prennent tous les gagnants des catégories, parce que tu as des catégories de poids en amateur. Je remonte sur scène, et je me bats et tout. Il y avait un mec qui était exceptionnel, je dis, waouh, il est top et tout. Hop, j'y vais, ils annoncent le troisième. Le deuxième, ils annoncent le mec qui était vraiment top, que j'avais vu, et je me dis, non, je suis quand même pas... Et là, il m'appelle, tu vois. Il m'appelle, je gagne le toute catégorie, à Las Vegas, le gros trophée, la carte pro, les ceintures. Fallait que tu continues. Celebration de Cool in the Gang et tout, tu vois. La totale à l'américaine. Et là, j'en ai pleuré, hein, franchement, je te cache pas. Normal. En fait, tout est remonté. Tous les efforts. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, du coup, c'était le meilleur et le pire souvenir, quoi. C'était assez bizarre. Là, tu deviens professionnel à ce moment-là? Et là, tu deviens pro. C'est comme si tu y accédais, ça y est, t'es en NBA, quoi. C'est la plus grosse ligue au monde, cette ligue fermée avec tous les plus gros concours, les mecs que tu peux voir dans les magazines, les gars que t'as toujours vus à l'époque sur Internet ou quoi que ce soit, et t'as le droit, en tout cas, de concourir avec la crème de la crème. Et là, tu gagnes de l'argent ce soir-là? T'as une prime? Ce soir-là, pas du tout, non. Zéro? Je gagne le droit d'être pro. Tu vois. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Tout le monde avait envie d'aller faire la fête, évidemment, parce que c'était fou qu'un Français gagne sa carte professionnelle, etc. Tout le monde dit, allez, on va manger, machin, casino, Las Vegas. Alors, moi, j'avais qu'une envie, c'était de manger, tu sais, une soupe et aller au lit. Ah ouais. Donc, clairement, je faisais pas partie de la fête, mais voilà, après, en fait, s'ouvre complètement une autre carrière, en fait. Tu vas gagner le fait d'être professionnel, ça va te permettre d'aller faire c'est un peu, tu sais, comme des grands prix de F1, tu as une vingtaine de gros tournois par an. C'est ça, exactement. En fait, tout autour de la planète, il se passe des shows, comme la F1 par exemple, et du coup, tu peux prétendre, en tout cas t'inscrire et aller faire ces shows-là, et ils sont ouverts, et le but, c'est évidemment d'en gagner un pour arriver au Saint Graal, qui est la plus grosse compétition au monde et depuis les années 60, un peu le Super Bowl de notre sport, qui est Mister Olympia. Ça, c'est ton rêve? C'était mon rêve, parce que j'y ai participé 3 fois. Parce qu'en professionnel, du coup, j'ai gagné 3 pro shows, donc 3 fois j'ai gagné des grands prix qui m'ont permis d'accéder justement à Mister Olympia à Las Vegas. Donc retour à Vegas, tu vois, mais cette fois-ci chez les grands, dans des salles gigantesques, sur les gros hôtels, sur le Strip. Tu vois, il y a les affiches avec les LED sur l'hôtel en mettant Mister Olympia, tu vois les gars et tout, machin, et tu dis ok.
Là, j'y suis, quoi. J'y suis enfin, tu vois. Et c'est assez fou, parce que justement, à ce moment-là, je me retrouve, par exemple, au meeting athlète, c'est l'enregistrement athlète, où il t'explique un peu comment ça va se passer, c'est fermé, c'est qu'avec les athlètes et l'organisation. Et je me retrouve dans une salle où, justement, comme on le disait tout à l'heure, bah, là, en fait, je suis avec tous les mecs qui étaient dans les magazines, tu vois. Ouais, tu te vois au milieu. Et bien, je suis avec eux. Et je me dis, OK, je vais concourir avec tous ces gars, quoi. Là, on y est, quoi. Et ce jour-là, ils te remettent un truc assez particulier, enfin, chez nous, du coup, qui atteste que tu as fait aussi Mister Olympia. Tu as une veste de survêtement chez eux, avec les sponsors marqués Mister Olympia, machin, avec ton nom de brodé dessus, un peu, tu sais, bah, c'est un peu les trucs à l'américaine, tu vois, exactement. C'est comme tu as ton nom. Grave. Exactement, comme les mecs qui ont gagné, Okay. tu vois, la NBA ou quoi que ce soit, et tu as ton nom dessus, et je me revois encore avec ce truc-là. Et justement, pareil, j'avais eu une certaine émotion, parce que me dire, waouh, toutes ces années de travail, et enfin, t'y es, quoi. Et quand tu parles de toutes ces années de travail, qu'on se rende compte, c'est combien d'heures par jour tu fais de la muscu? La musculation pure dans la journée, ça va me prendre 1h30, 2 heures. Tous les jours? Tout, on va dire, allez, ouais, ça peut être 6 fois par semaine en préparation, des fois peut-être un petit peu moins, mais par contre, tous les jours, je vais aller faire aussi du cardio à basse intensité, donc tu sais, de la marche, par exemple, sur le tapis, etc. Tous les matins, ça peut être à jeun, justement, quand je suis en préparation, avec aussi les étirements, de la mobilité. Les jours où je m'entraîne pas, je fais aussi tout ça. Avec le cardio, je fais aussi de la récupération, le sauna infrarouge, les bains froids, les massages. Donc en fait, t'es vraiment tout le temps dedans, quoi. Est-ce que je peux te demander combien on peut gagner en faisant du bodybuilding? Ouais, bien sûr. Grosso modo, hein, je te demande pas le chiffre. Non, ouais, un bodybuilder pro, en tout cas à ce niveau-là, dans le top 15 mondial, ça peut aller de 5 000 à 100 000 euros par mois, quoi. Ce que tu peux gagner ou générer. T'as des bodybuilders qui sont millionnaires aujourd'hui, hein. Via les partenariats, ils ont réussi à digitaliser pas mal de choses, etc. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Par exemple, l'année dernière, celui qui a remporté le Mister Olympia, déjà rien qu'en prize money, dans l'année, il a remporté 1,3 million, je crois. Donc, et ça, c'est hors tous les partenariats et tout. Ouais, c'est limite, en fait, le bonus. Et toi, en France, pour ceux qui... Tu sais, parfois, ça crée des vocations, l'émission, de voir quelqu'un, puis d'avoir envie de faire la même chose. Tu peux espérer gagner combien en France? Entre combien et combien? Tu vois, c'est des grandes En France, c'est particulier, parce que je pense qu'on est très peu à en vivre. Aujourd'hui, on est très peu à en vivre. En tout cas, à mon niveau, je suis le seul. Les autres en vivent, des fois font un peu de coaching à côté, il y a aussi des partenariats. Et après, aujourd'hui, grâce à l'avènement aussi là, des réseaux sociaux, des fois, si c'est cool, c'est que certaines personnes ont aussi de la visibilité. Donc ça crée aussi une économie autour d'eux. Donc malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément les meilleurs athlètes du monde, ils ont une communauté, ils sont engagés. Du coup, ça intéresse aussi des marques, évidemment, de les aider dans leur démarche et notamment aussi de les payer. Donc ça peut être combien? Ça peut être, pareil, hein, tu peux aller jusqu'à 30 000 euros par mois, quoi. C'est vrai? Ouais. Il y en a qui vont démarrer avec des tout petits contrats, des fois, chez des marques de nutrition, avec 300 euros par mois. Et certains qui peuvent aller jusqu'à 30 000 en cumulant leurs ventes, etc. Et vous êtes combien à en vivre en France? En vivre en France, je pense qu'aller... Moins de 10, plus... Ah non, ouais, on doit être grand max, peut-être 5, même pas. Putain. Même pas, et ils sont pas tous en France, du coup. Comment est-ce que tu t'habilles alors? Je sais, je voyais tes bras, je dis, tiens, je m'imaginais avec le t-shirt que tu portes, je disais, tiens, ça ferait une robe de chambre. Comment est-ce que tu trouves des t-shirts aussi gros? Est-ce que c'est... Non, mais c'est un vrai sujet. Ouais, non, mais clairement. J'imagine, pour toi, tu peux pas t'habiller dans toutes les boutiques, non? Non, bien sûr, tu fais bien, mais c'est... en plus, j'aime bien m'habiller à la base, tu vois, et ça, c'est vraiment été un truc compliqué, des fois, de devoir s'y confronter. Fort heureusement, actuellement, la mode, elle est un peu à l'oversize, etc. On n'est plus sur les trucs genre 2010 ou même avant, slim fit. Là, je serais mort. Les t-shirts tectoniques. Ouais, non, là, au nombril. Non, là, je serais mort. Les jeans de l'époque, slim fit, machin, je serais en legging, en fait. Ouais, tu vois, clairement. En legging, exactement. Je serais ridicule. Donc là, en ce moment, ça va un petit peu, là, au niveau de la mode. Mais par contre, dès que tu veux commencer à bien t'habiller, t'es obligé de faire du sur-mesure, quoi. Donc si tu veux des chemises, etc. Aujourd'hui, c'est impossible que je fasse un costume, chemise. Par exemple. Ah, obligé de faire du sur-mesure. Et encore, en plus, en boutique, il n'y en a pas. C'est pas du demi-mesure. Parce qu'il y a beaucoup de magasins de sur-mesure qui font, en fait, finalement, du demi-mesure. Ils adaptent. Exactement. Sauf que là, il est obligé de faire la pièce de A à Z. Donc, bon, un peu chiant, quoi. Et là, par exemple, tu commandes sur Internet, Carhartt, ton t-shirt. Ouais, c'est ça. Je peux aller Après, je vais en boutique et tout. Là, du coup, c'est des marques qui sont un peu plus, justement, oversize, un peu plus skate, machin, etc. Donc ça, c'est cool. Mais sinon, oui, je vais chez Zara demain, il y a des trucs que je trouve sympas, mais même pas j'y pense, en fait. Je rentre pas dedans. Juste... Pas ta taille, quoi. Non, donc limite, j'y vais pas parce que sinon, ça me fait du mal, quoi. C'est quoi la taille de ton t-shirt? Celui-là, c'est du 3XL.
Donc ça passe, c'est un oversize. Mais sinon, du coup, pour pas me faire mal, quand je vais regarder sur Internet, tu sais, je mets déjà dans le tri, tu sais, dans le tri, je mets déjà genre tri pixel pour pas voir les autres. Ah oui. Ouais, non, parce que j'ai pas envie de me faire du mal, tu vois. Si je vois des pièces que j'aime bien, que ça existe pas dans ma taille, j'oublie quoi. Les critères en haut là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je vais venir sur l'alimentation, c'était bien en 2 secondes, mais des petites questions. Est-ce que tu pèses tes aliments? Est-ce que c'est précis vraiment? Tu pèses vraiment tout. Mais tout, quoi. Je vais peser ma viande, mes féculents, mes légumes. Je vais peser mon sel aussi. À un certain moment, je vais peser... Ouais, bien sûr. Ton sel? Ouais, je vais peser mon sel. Mais donc c'est au milligramme? Ouais, donc ce que tu fais même à la fin, quand c'est vraiment hyper important avant les compétitions, pour vraiment peser ton sodium, parce que tu en as vraiment besoin pour tes contractions musculaires, ou ne pas trop en prendre non plus pour faire de la rétention d'eau, on achète des sachets. Des sachets d'1 gramme ou de 2 grammes, comme ça c'est plus facile à calculer. Mais sinon, ouais, t'en es jusque-là. Je vais boire 6 litres d'eau par jour. Donc tu vois, je le calcule, j'ai toutes mes bouteilles, etc. Et, ouais, et du coup, pareil pour tout le reste de l'alimentation, même mon huile d'olive, je vais la peser. Même ton... Ah oui, je vais finir, en fait, je vais mettre mon assiette sur la balance et je vais peser comme ça de l'huile d'olive, par exemple, que je mets sur mes plats, quoi. Tout est vraiment optimisé au maximum. Est-ce que tu vas voir un diététicien? Comment tu sais exactement la quantité de sodium qu'il te faut? Bah aujourd'hui, j'ai un préparateur. Donc au-delà de savoir ce qu'il me faut, c'est plutôt une stratégie que lui va faire, en fait, et mettre en place pour derrière créer des réactions sur mon corps. Tu vois, donc par exemple être plus sec ou derrière apparaître plus volumineux. Donc ça, moi, je pourrais le faire tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma diététique parce que du coup, pour vraiment optimiser ça au maximum, il faut que j'éteigne un peu mon cerveau, si tu veux, que je sois focus en mode tunnel vision, donc que je sois vraiment concentré que sur une tâche qui m'est propre, c'est-à-dire m'entraîner, etc. Et répéter ça tous les jours et que quelqu'un, en fait, finalement, se prenne la tête, tu vois, pour moi, pour me faire tous les programmes, quoi. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires aussi? Yes, ouais, bien sûr. Compléments alimentaires, c'est mine de rien essentiel pour plein de raisons, mais même pour les gens qui ne sont pas sportifs. Aujourd'hui, malheureusement, tu es carencé de beaucoup de choses, des minéraux, des vitamines. L'alimentation, des fois, elle peut être un petit peu pauvre là-dedans, donc tu en as aussi besoin. Et bien sûr, moi, pour optimiser tout le reste, tout ce qui va être de la protéine, de la créatine notamment, ça va aussi m'aider, même des plantes adaptogènes qui peuvent m'aider, tu sais, aussi à calmer le soir, le stress, pour mieux dormir notamment. Mieux tu dors, mieux tu récupères, plus tu fais du muscle. Donc tu vois, voilà, tout ce genre de choses, en fait, tu essaies d'augmenter tous tes petits curseurs-là pour arriver à la meilleure performance possible. Pour ta santé, ça peut être dangereux. Tu fais des prises de sang, tu contrôles tout le temps pour pas que tu aies de soucis? Ouais, bien sûr, je fais les prises de sang à peu près tous les 3 mois. Donc je suis quand même très très au courant de ce qui se passe dans mon corps, prise de sang. Tous les 3 mois? Ouais, tous les 3 mois. Je fais des tests cardiaques tous les 2 ans à peu près, des échographies aussi pour les organes internes, ce genre de choses. Et du coup, en fait, non, tu es au courant de tout ce qui se passe. Et la supplémentation, non, c'est pas quelque chose qui est dangereux. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que si tu veux abuser vraiment, en fait, effectivement, tu parles des problèmes, mais comme avec n'importe quoi. Demain, tu bois trop de coca, ça va être compliqué aussi. Donc, comme on dit, le poison est dans la dose. Donc voilà, il s'agit juste de bien faire les choses, les faire intelligemment. Mais aujourd'hui, c'est très encadré. Et tout ce que tu trouves sur le marché français, de toute façon, a été testé, retesté. Ouais, on est vraiment le pays le plus ferme là-dedans en santé publique, donc il n'y a strictement aucun problème. Est-ce que, je sais que dans certains sports, il y a du dopage. Est-ce que toi, tu dois prendre des produits pour être aussi musclé, ou est-ce que c'est naturel? Je ne sais pas comment on dit, mais... En fait, si tu veux, c'est un problème qui se pose comme partout. Il y a des cas de dopage, comme dans tous les sports. Là, en l'occurrence, surtout quand tu es dans le top mondial, parce qu'en plus, il y a de l'argent en jeu. Donc il faut comprendre que c'est une économie aussi. Donc voilà, c'est pas juste pour une performance pure. Il y a la pression aussi des fois des sponsors, des médias ou quoi que ce soit. Donc il y a eu pas mal de cas aussi chez nous. Mais là, les gens se posent aussi beaucoup plus de questions chez nous qu'ailleurs. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un impact visuel tout de suite. Toi, demain, tu vas dans ta salle de bain, tu vois la différence avec moi, tu te dis, elle est gigantesque. Oui, est-ce qu'on peut être comme ça sans... Tu vois, sauf que les gens ne se posent pas cette question-là quand il s'agit de faire un 100 mètres en 9,68, quoi. Alors que c'est surhumain, tu vois, ou un match de tennis ou machin. C'est juste que si tu veux, en fait, il y a un impact visuel qui tout de suite, rend la chose beaucoup plus anormale qu'une performance sportive où en fait ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ouais. Exactement, un chronomètre, genre le 100 mètres en crawl ou quoi que ce soit. D'accord, merci. Je pas plus de questions. J'ai essayé comme ça de développer quand même. J'ai vu, t'as essayé de tricoter un truc. Noie le truc, c'est bon. Non, mais c'est... Écoute, je t'avais dit que je te poserais la question. Mais t'es obligé. Non, mais c'est normal. Non, mais en plus, c'est intéressant, je trouve. Jusqu'où on peut arriver sans avoir de diététicien, sans avoir de compléments alimentaires, juste en mangeant dans la salle, tu vois. Est-ce que, quand t'es pas un professionnel, est-ce que tu peux vraiment exploser, quoi? Ouais, bien sûr. Mais après, comme on le disait tout à l'heure, il y a des génétiques.
Franchement, il y a des gars que tu connais depuis toujours, ils font 3 pompes, ils mangent pas correctement, ils s'envoient des M&M's, ils sont musclés avec des abdos et des tablettes, tu vois, enfin, et ils prennent quoi qu'ils fassent. Donc, il y a un facteur génétique qui est quand même prédominant, quoi qu'il arrive. Donc, les limites, si tu veux que tu sois naturel ou pas, de toute façon, elles sont déjà un peu prédéfinies au début. Parler du sommeil aussi, tu dois beaucoup dormir. Est-ce que tu es très fatigué parce que tu disais que que tu consommes plus de calories. Est-ce que tu as besoin de plus de repos que les autres? Oui, franchement, ouais. C'est vrai? Ouais. Tu dors beaucoup? Surtout, je dors à peu près 9 heures par nuit. Ah putain, c'est énorme. Donc, si tu veux, j'ai la chance de pouvoir dormir 9 heures par nuit. J'ai cru comprendre que c'était pas le cas pour toi en ce moment. T'as pas d'enfant? Non. Donc, Profite. Ouais. Mais si tu veux, plus tu vas dormir, en fait, c'est vraiment le sommeil. Mais pour beaucoup de choses, hein, c'est vraiment le game changer. C'est ce qui va vraiment changer. De quoi? De tout ce bien que tu dormir, fais. ouais. De bien dormir. Mais vraiment pour tout. Même pour toi, un coureur ou peu importe. C'est comme ça que tu arrives à perdre du poids. C'est comme ça que tu arrives à faire du muscle. C'est comme ça que ton système hormonal fonctionne correctement. Donc, si tu arrives à faire du sommeil et vraiment de qualité, là, c'est top. Mais tu vois, pour l'anecdote, avec le poids que je fais aujourd'hui, maintenant, même quand je dors, je suis obligé d'avoir je suis à Paris. J'ai une machine, tu vois, contre l'apnée du sommeil. Non, c'est vrai? Ouais, bien sûr. Ouais. Sinon, avec le poids, etc., j'ai tendance, tu vois, à m'étouffer dans le sommeil, pardon. Ouais. C'est plus dur à respirer, pour respirer? C'est ça, exactement. Même la journée? Ouais, ça peut être le cas aussi dans la journée. Surtout qu'après, tu t'essouffles un petit peu plus vite parce qu'évidemment, tu as un poids de corps qui est bien trop élevé. Mais du coup, la nuit, ouais, c'est ça. Donc, je pars, je me couche, je suis en Top Gun. Attends, donc t'as un masque à oxygène? Ouais, c'est ça. Pour dormir? Ah, c'est pas de l'oxygène, mais c'est de l'air, en fait. C'est une pression positive pour justement ça éviter pousse un peu l'air. pour éviter que ça coupe la respiration. Ouais. Attends, mais donc du coup, t'as une machine Ouais. qui est reliée au masque? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Attends, mais c'est fou. Et du coup, ça fait du bruit? Ça va, franchement, ça va. Aujourd'hui, c'est plutôt bien fait. Après, je dors avec les boules de caisse en plus. Mais c'est pour dire que vraiment tout est. On est vraiment dans un processus, quoi que je fasse dans ma vie, tu vois. C'est vraiment 24 heures sur 24. Tu vis? Ça existe, je vis pour ça et en fait, ça a un impact en fait sur ce que je vais faire. Ouais, exactement. Putain, énorme. Je savais pas qu'il y avait autant. Tu vois, on peut pas imaginer que vous dormiez la nuit, que c'est des sacrifices 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. Tu disais que tu faisais de la course à pied. Ouais. Il t'est arrivé une galère en 2024. Tu vas faire le marathon de Paris et tu vas pas arriver au bout. Oui. Merci de la rappeler. Il n'y a pas eu d'en parler là. Tu sais que- Pas d'anecdote, non, Pas d'anecdote. La cicatrice n'est pas refermée. Non, mais tu sais que souvent, c'est un running gag avec mes On potes. parle de santé, de médecin, Ouais. de suivi, et qu'est-ce qui va t'arriver? Non, mais tu vois, donc on a des kinés qui valident les produits Flytex et quand on sort une technologie, j'ai des coachs qui me suivent et qui m'aident à me préparer pour les marathons. Et je vais te donner une anecdote sur le premier rendez-vous avec mon coach. Je lui dis, ouais, je veux faire un marathon en 3h30. Et je courais déjà, mais j'avais pas du tout le niveau. Et il m'a dit, tu sais Hugo, t'es plutôt proche du physique d'un phacochère que d'une gazelle. Sympa en tout cas. Voilà, tu vois, donc on rigole bien et tout, mais il me dit, en vrai de vrai, c'est faisable, mais ça va te demander un sérieux énorme comme toi, tu vas avoir, c'est 24 heures sur 24, il faut que tu dormes bien, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entraînes bien, et c'est ça pendant 6 mois. Du coup, j'y vais. Le jour J, ça se passe plutôt bien, jusqu'au 20e kilomètre. C'est 42 km. Ouais, voilà, un marathon, c'est 42 km et un peu plus. Ouais, quelques 100. 20e kilomètre, déjà, je me prends un mur. Le mur en course à pied, ça veut dire que t'as plus trop d'énergie, t'as plus de jus. T'es au bout, quoi. T'es au bout. Et mentalement, tu te dis, en fait, je vais pas y arriver. Sauf que tout le jeu de la course à pied, c'est aussi mental, c'est de se dire, allez, on y va, on peut le faire, on lâche pas le rythme, etc. pas, ouais. Et moi, en partant dans ce marathon... Quel enfer la course à pied, bon courage, hein, si vous en faites. Faut Non, mais une force mentale. le plaisir est à la fin. Le plaisir, il est sur l'accomplissement et il est Dire sur qu'il l'a fait. la transcendance. Voilà, c'est ça. C'est une bataille mentale et physique. Et donc, je suis dedans et je me dis, de toute façon, dans cette course-là, il y aura toujours 2 options. La première, c'est de ralentir, voire abandonner. Ralentir, Toi, c'est pas grave. Au Comme moins, toi, tu as eu fini. pour Las Vegas, tu avais 2 options, tu vois. Donc, ralentir ou abandonner. Ou alors, tu lâches rien. Et même si tu as mal, tu tiens et tu te reposes à l'arrivée, tu vois. Et moi, je m'étais dit, je veux être fier de moi avant la fin. Je veux être fier de moi à la fin. Je vais pas lâcher, je vais tout donner coûte que coûte. Comme Théo, même si tu tombes dans les pommes, tu vas jusqu'au bout. Exactement, tu vois, mais c'est aussi une question d'engagement. Tu peux pas faire autant d'efforts sur ta prépa pour au final abandonner au premier signe de difficulté. Ça marche pas comme ça, je pense que c'est une question de personnalité, c'est face à toi-même. C'est un engagement avec toi-même en fait. Et C'est ça. c'est le premier déçu, ce sera toi-même, tu seras déçu
toi-même. Tu vas t'auto-décevoir. Ouais, et ça, c'est peut-être une des pires sensations, quoi. Tu dis, peux putain, je suis pas, pas capable. Ouais, c'est ça, tu t'es déçu de toi-même, tu te dis, ouais, t'es pas capable, quoi. Là, il y a, Ça, y tu a rien peux pas qui le t'a- rattraper. Non. Et alors, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc du coup, je décide de continuer et je lâche pas l'allure. Je fais même, je crois que j'ai 35 km, je suis à 3 heures et quelques, donc je suis dans le timing. Parce que tu avais un timing précis, tu voulais. Je voulais faire 3h30 en fait, parce que dans Tu voulais arriver avant 3h30. je voulais arriver avant 3h30. La course à pied, c'est Comme souvent ça qu'on compte les marathons, ils veulent faire moins de 3h30, moins de C'est ça. 3h20, moins de 3h. Ce qui est très rapide, 3h30. Hein. C'est un bon chrono pour quelqu'un qui a pas non plus 10 ans de course à pied dans les pattes, quoi. Et c'était justement mon challenge. Et en fait, j'ai un ami qui me rejoint sur les 10 derniers kilomètres. Souvent, tu peux faire ça s'appelle un pacer. Donc, il est à ton allure. Et en fait, il t'accompagne un peu quand tu vas flancher, quoi. Ça te permet d'avoir un soutien. Parfois, il a aussi de l'alimentation à te donner. Et je lui ai dit, peu importe mon état, tu me laisses pas abandonner, tu me laisses pas ralentir. Et mon pote, il me dit, OK, pas de problème. On arrive sur les 10 derniers kilomètres. Et là, moi, 35e, je commence à avoir un tunnel noir. C'est mauvais, tu vois. J'ai des fourmis dans les bras. Je réponds plus de rien. Mais les jambes, elles sont là. Continue, tu vois. quoi. Le mental, il est là. Tu et en continues, fait, tu continues. kilomètre 40, Putain, à 2 bornes de l'arrivée. à 2 bornes de l'arrivée, et j'avais le temps. Donc ça veut dire qu'on était vraiment proches. Et là, en fait, le corps, le mental switch. Et là, je commence à ralentir, je commence à divaguer. Et là, je tombe en arrière et mon pote me rattrape avant que ma tête tape le sol. Et là, blackout, plus de son, tombes dans les pommes. plus d'images, je tombe Le dans les lumière pommes. s'éteint. Bah, c'est même Ouais, dangereux et- pour la santé, ça. Hein. Alors, oui. C'est bien pas sûr, conseillé, hein. C'est très déconseillé. Parce qu'il y en a qui se relèvent jamais. Mon coach, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu peux mourir? Est-ce que tu peux avoir... Il me dit alors non, parce que justement, le corps te protège. Et en fait, il coupe le contact avant que tu ailles trop Oui, mais ce qui est loin. dangereux, c'est la chute et la tête qui tape. Alors ouais, C'est ça que et il y en a là, qui j'avoue ont que déjà, j'ai eu beaucoup de dans le chance. cerveau et tout. Et en fait, j'étais en hyperthermie, donc ça veut dire que j'avais de la fièvre, mais extrêmement. Mon corps a surchauffé. J'ai pas su gérer. Il faisait très chaud, j'étais pas bien. L'effort était Ouais, beaucoup tu trop refroidissais important. pas. Je refroidissais pas. Et donc après, ils m'ont mis dans un bain froid pendant 20 minutes pour faire redescendre la température. Les pompiers. Il y avait les pompiers, bien sûr. Ouais. J'avais 15 pompiers autour de moi et tout, parce que le cas apparemment était assez grave. Si tu gères mal l'hyperthermie, tu peux avoir des dommages au niveau du cerveau, etc. Donc Si tu dépasses 42 degrés, je crois que c'est irréversible. ouais, c'est assez compliqué, mais voilà, je suis assez déterminé. Et tu l'as refait depuis? Ouais, je l'ai fait cette année, du coup, en avril 2025, et j'ai fait 3h28. Ah, bravo. Je suis venu prendre ma revanche. C'est marathonien. Je suis marathonien plusieurs fois, j'en ai fait d'autres aussi. D'accord. Mais j'avoue que la première expérience du marathon, pour moi, elle a été un petit peu brutale. Mais t'y retourner, c'est bien, bravo. Ouais, il faut toujours se donner les moyens. Ouais. Toi, tu sais que tu pouvais pas courir de marathon, que c'était compliqué, que tu n'avais pas le corps pour ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est compatible avec une vie de couple, le bodybuilding? Ouais, après, il faut bien trouver ses marques et son équilibre. C'est vrai que quand t'es jeune, quand tu débutes, ça peut être un petit peu compliqué parce que tu dédies vraiment en fait ta vie et ton quotidien à ça, quoi. Donc faire de la place avec quelqu'un là-dedans, ça peut être un petit peu complexe, surtout quand tu es en préparation, tu es sûr. au régime. Avec la machine la nuit, ça fait Ouais, du c'est bruit. ça, Enfin, exactement. c'est pas En anodin. vrai, ça peut être un calvaire pour la personne avec qui t'es, clairement. Tu peux l'écraser en dormant. Et puis, ouais, clairement. Ça me semble Sympa la surprise, tu vois. Le mec, c'est horrible de vivre avec, mais non. Non, mais c'est- comment toi, tu es en couple ou pas aujourd'hui? En ce moment, non. Non. Et quand tu es en couple, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que c'est plus difficile? Parce qu'ils disent, attends, tu vois, c'est énorme. Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui plaît avec les copines que tu as eues? Mais en fait, si tu veux, t'es dans un extrême. Donc, si tu veux, plus tu vas dans un extrême, plus... Soit ça plaît, soit ça plaît pas. Voilà, plus t'es censé être dans une niche, quoi, plus ou moins. Donc là, on est plus sur le mec qui est musclé à la plage. On est quand même vraiment dans un extrême. Donc voilà, mais là, après, effectivement, pour des rencontres et comme ça, c'est un petit peu différent. Maintenant, la vie au quotidien, elle est ce qu'elle est, quoi. Mais c'est la même chose pour n'importe quel sportif de très haut niveau. Quelqu'un qui fait du vélo, un coureur cycliste professionnel, il n'est pas là 7 mois dans l'année. Tous les jours, il est 6 heures sur son vélo, tu le vois jamais. C'est très compliqué. En fait, tu dédies ta vie à ça. Même si t'es pas égoïste, c'est égocentré. Parce que tout tourne autour de toi, de ta performance. Donc effectivement, dans ton couple,
Au début, ça peut être dur, surtout que quand t'es jeune, t'as pas encore cette notion, tu sais, de placer les priorités, de savoir ce qui peut être important, de devoir des fois donner du temps pour que tout aille mieux, quoi. Tu pourrais sortir avec une bodybuildeuse, avoir la même passion. Parfois, il y a des couples qui se mettent par passion ensemble. Honnêtement, non, pas du tout. Non, je crois que ça m'irait pas, en fait, parce que je préfère aussi être un petit peu en dehors de tout ça, quand je suis dans le perso, en fait. Ça reste mon métier, etc., mais je pense que en plus, c'est très important d'être entouré de personnes qui ont une vision complètement extérieure à ce que tu fais. Et du coup, est-ce que c'est pas compliqué de te mettre en face d'une fille qui va manger une pizza et toi, tu dois manger du riz blanc avec du... Tu vois, est-ce que... Non, mais c'est vrai, au Ouais, mais quotidien, je sais que c'est pas la même ça vie. peut être difficile pour beaucoup de gens. Moi, en l'occurrence, je m'en fiche. Même moi, la pizza, je peux la faire. Hein. Je peux te faire des pâtes carbonara alors que je suis en train de crever tellement j'ai faim. Mais c'est mon choix, en fait. Ça me regarde, c'est mon choix. Je peux pas l'imposer aux autres. Ça, c'est hyper important. En revanche, par contre, ouais, pour... certaines choses au niveau de la sociabilité, aller manger au restaurant ou quoi que ce soit, quand tu es en pleine préparation, tu vas pas manger au restaurant avec ta nana, quoi. Attends, mais par exemple, tu pars en vacances, Ouais. tu dis que tu manges 6 fois, t'emmènes 6 fois par jour ta copine au restaurant. Il faut être que bouffer. Non, mais en fait, quand je pars en vacances... Parce que tu dis c'est 2h30, tous les Ouais. 2h30 tu manges, Ouais. mais 2h30 ça peut être un resto. C'est vrai aussi, mais si tu Tu veux... sors au bout d'une demi-heure, bon allez, on va bouffer là, parce que ça fait une demi-heure. Ouais, qu'on est- non mais tu passes ton temps à ça, tu rigoles, mais si moi je me dis en vacances et genre si je veux me laisser de l'air, vraiment le rêve c'est de me dire oh, je m'envoie pas cette contrainte de manger autant tous les jours. Mais dès que je pars, je vais pas à l'hôtel. Je vais dans un Airbnb ou un hôtel où il y a une cuisine. Parce que du coup je me fais à manger. Ouais, t'es Tout obligé. le temps. Ouais, t'es tout le temps accompagné de tes tupperwares en fait, ta bouffe, ou sinon t'as une cuisine pas loin, t'es tout le temps obligé d'avoir ça sous la main. Est-ce que tu touches à un moment donné à la limite de ton physique? Est-ce que tu arrives aux limites, tu dis là je peux plus dépasser, je suis arrivé au max de mes pecs, je suis arrivé au max de mon épaule. Ouais. Comment est-ce que tu sais quand c'est la limite dans le grossissement d'un muscle? Comment tu le sais c'est quand tu vois que, en fait, finalement, au lieu de continuer à progresser, presque limite, tu régresses un petit peu. C'est un peu le moment tant redouté de chaque sportif. Et ça va être là, justement, de pouvoir après l'analyser plus tard. Mais t'as pas idée de ça. Ça, c'est pareil, ça dépend de beaucoup de Tu choses. sais pas jusqu'où tu peux aller. Non, t'en as aucune idée. Donc, il y a juste un jour où, en fait, tu vois que ta marge de progression, elle est infime et bref, elle n'existe plus. Et ça, tu sais pas jusqu'où tu peux la pousser. Donc, c'est un petit peu la crainte de se dire, est-ce que je suis au max ou pas? Potentiellement non, mais un jour, je vais plafonner, c'est sûr. T'as déjà eu envie de tout arrêter? Ouais. Il y a des jours où ça t'a un peu saoulé, tu t'es dit Ah, stop. mais clairement, mais en fait, et on l'expliquait tout à l'heure, et notamment, ça a été un petit peu synthétisé par la course, par le marathon. Combien de fois je suis arrivé à la salle, j'avais pas envie, j'avais froid, je devais faire les cuisses. Ouais, c'est l'hiver, t'es un peu malade. J'avais envie de vomir, machin. Je me dis, pourquoi je fais ça? Et pourquoi je fais ça? Faut être abruti. Il faut savoir que vraiment, la vie de sportif pro, c'est une vie de souffrance, quoi. En fait, tu souffres tous les jours. Et il y a des fois, juste, c'est pas possible, parce que la motivation, elle t'accompagne pas au quotidien. La motivation, c'est quelque chose de très fluctuant. Donc, c'est pas quelque chose qui va te pousser tous les jours. Des fois, en fait, c'est juste ultra contraignant de venir. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? À quoi bon faire ça? Pour faire quoi? Pour briller? Donc, tu te remets vraiment en question. Comment ça se passe avec le regard des gens dans la rue? Ça peut être un peu compliqué. Maintenant, ça va, je le vis un peu mieux. Mais honnêtement, ouais, maintenant, il y a une nouvelle génération qui est bien plus sympa. Et je pense que les réseaux sociaux ont un petit peu aidé à ça. Mais je me rappelle des fois être en ville ou aller faire des courses et essuyer des regards, mais de jugement. Mais même gentil, des fois, tu veux dire? mais de dégoût même, ouais. Ah bon? Oui, je me souviens très bien une fois, j'étais dans la rue et j'avais une dame d'un certain âge, elle m'a regardé, mais genre, comme ça, tu sais. J'ai dit, mais à quelle heure à quelle heure ça devient l'idée de faire ça envers quelqu'un? Oui, t'as le droit de le T'imagines penser, quand même. d'aimer, pas aimer. Ah mais bien sûr, puis surtout que moi, j'accepte le fait d'être sorti de la norme. C'est comme si demain, tu as un look particulier. Tu sais normalement que tu as ce look-là, tu peux être un peu excentrique. Mais de quel droit, en fait, tu te permets de juger, de dénigrer comme ça? Et c'est assez compliqué, mais ça l'a été aussi pour les gens qui étaient autour de moi. Parce que tu vois, d'aller aux courses avec moi, et il y a des gens qui parlent, tu les entends. Tu te dis, mais c'est fou quand même. Ouais, qu'ils fassent pas attention. Mais après, ouais, mais tu te dis, mais attends, mais je les entends, des gens ils te montrent du doigt ou machin. T'as à dire, bah allez, jetez-moi des cacahuètes aussi, les gars, on est au zoo, tout se passe bien, quoi, là. Mais tu prends tes prédispositions, genre par exemple, aller à la plage ou aller boire un café en terrasse en débardeur, jamais de la vie je le fais. Ah ouais? Bah non, sinon t'es la bête de foire et tu te sens pas à l'aise, quoi. Tu vas pas à la plage? Si, mais quand tu te mets en short de bain ou quoi que ce soit, tu sais très bien que tous les regards, à un moment, ils vont être tournés vers toi. Mais ce qui est normal, si tu veux, je le comprends. Tu vois pas ça tous les jours, etc. Mais il y a des jours où c'est OK, il y a des jours où... Ouais, il y a des jours où t'as Plus envie de dire ça, ça, parce que quoi. si tu fais ce métier, c'est aussi t'as envie de reconnaissance. Ouais, bien sûr. Et puis, bon, bah, voilà, c'est les jours où tout va bien pour toi. Voilà, Quoi. t'es Mais il y a des fois, en content, fait, juste, bien sûr. tu sens ce poids-là et t'aimerais juste être tranquille, parce que c'est bête, mais tu vois, t'es à la plage, genre, t'es un peu relâché sur ta serviette,
tu as le ventre un peu gonflé, tu viens de manger, et à la limite, tout le monde te regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à rentrer le ventre et... En fait, ouais, tu étais dans ton rôle. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, des fois, tu as juste envie de lâcher prise. J'ai tapé rumeurs bodybuilding sur Internet pour trouver T'as dû trouver des beaux trucs. des rumeurs. Vraiment, il y a de tout. Hein. Je te les pose, tu me dis, voilà. Ouais, bien sûr. Si un bodybuilder arrête la musculation, il peut devenir obèse très vite. Est-ce que vous pouvez prendre du gras tout de suite? Alors, si j'ai la même consommation de nourriture qu'aujourd'hui, oui. Il faut juste qu'en fait, je mange en corrélation avec mon activité physique, en fait. Avant une compétition de bodybuilding, il ne faut pas avoir de rapport sexuel pour avoir un maximum de testostérone. Ouais, non, ça c'est faux. Mais de toute façon, en fait, t'es tellement au bout de ta vie que finalement, l'envie n'est pas forcément là. Mais il n'y aurait pas de préjudice sur ta compétition. Est-ce qu'on a plus envie de sexe quand on est bodybuilder à cause du travail de la testostérone qui augmente? Ouais, bah en fait, si tu veux, tu as une hygiène de vie qui fait que du coup, tout ton système hormonal en fait marche mieux. Effectivement, ton taux de testostérone est beaucoup mieux de la moyenne de par l'activité physique et l'hygiène de vie. Donc, comme la testostérone est aussi l'hormone du désir chez l'homme, effectivement, tu as une libido qui est plus élevée, oui. Est-ce que ça diminue la taille du sexe? Alors, c'est là... C'est la plus grosse ça, c'est... Ouais, c'est... Dès que tu tapes sur Internet bodybuilding, il y a marqué réduction de taille ouais, du sexe. Celle-là, elle est folle, hein. Celle-là, elle est folle. Mais en fait, écoute, non, absolument pas. Je sais pas d'où ça sort, ce truc ou ce mythe. mais clairement, il y a des gens qui se posent en tout cas cette question. Comme si, tu vois, genre, tes muscles, ils avaient absorbé peut-être ton sexe, j'en sais pas, tu vois ce que je veux dire? Plus t'es musclé, plus ça réduit. Ce serait quand même assez fou. Mais non, en fait, les bodybuilders, c'est comme n'importe qui dans la société. T'en as compte des grandes, des petites. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Ouais, exactement. La testostérone rend les bodybuilders agressifs. Ouais, certaines que parfois, personnes. tu sens que t'es un peu plus énervé que la moyenne. Non, moi ça va. Je suis une nature assez chill, on va dire, donc ça va. Mais t'as certaines personnes, oui, qui du coup pourraient l'être. Et en plus de ça, on en a parlé d'être dans des régimes hypocaloriques. Tu peux être un peu sur les nerfs. J'imagine que t'as déjà eu faim des fois et t'as pas mangé depuis longtemps. C'est pas les moments où on est censé trop venir t'embêter non plus. Ouais. Donc ça, plus ça, effectivement, t'en as qui s'énervent un peu plus vite. Ouais. Le bodybuilding peut rendre stérile. Alors, ouais, bah si t'as recours à trop de produits dopants ou à tout simplement des Ça produits dépend dopants, ce que tu prends, quoi. ça peut effectivement être un risque. Mais et justement, je me permets juste, tu vois, de cette petite aparté là, justement sur les produits dopants pour dire que par rapport aux jeunes ou quoi que ce soit ou sur la prévention, que là on parle, tu vois, de stérilité. Des fois, on peut parler d'arrêt cardiaque, de problèmes avec le foie, les reins. Alors, c'est des choses qui sont un peu abstraites, tu sais, pour les gens et surtout pour les jeunes, comme le fait de fumer, ça fait du mal à tes poumons. Mais une des premiers effets secondaires qui est très néfaste sur la santé, ce sera surtout la santé mentale. Donc tu vois, tous ces produits-là, ça a aussi un impact sur tes émotions, sur la dépression, sur pas mal de choses. Donc voilà, il faut vraiment pas négliger ça. Donc tous les jeunes qui nous regardent, en tout cas, il y a vraiment une part de santé mentale vraiment à prendre en compte. Quand on prend des produits dopants, on peut aussi se renfermer, être très dépressif, et ça peut pousser certaines personnes, notamment au suicide. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est pas que physique, c'est aussi très psychique. Et dernière rumeur, ça peut donner des boutons pour s'il y en a qui ont envie de se lancer. Parfois, le fait de faire beaucoup de sport ou de prendre de la prot ou des trucs comme ça peut donner des boutons ou de l'acné. Alors, c'est vrai ou pas? Non, la prot et tout, ça donne pas des boutons. Ton hygiène de vie va avoir ça. Maintenant, après, effectivement, si t'es amené à transpirer plus dans la journée avec les frottements, machin, etc., tu peux avoir des boutons, mais pas plus que la normale, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? Bah écoute, d'être heureux, je pense, c'est le principal. Eh ben, bon courage. Merci. Hein. Merci. Et merci d'avoir pris le temps et d'avoir fait les retours. C'est moi, yes. On va continuer l'émission. Je vous mettrai tous les réseaux si vous voulez suivre Théo, donc Théo Le Guerrier, qui est ton vrai nom, on le disait tout à l'heure. Exactement, c'est pas un surnom. Et donc je vous mets tous les réseaux pour aller le suivre si vous voulez. Et puis sur YouTube aussi, sur sa chaîne YouTube. En tout cas, on continue l'émission. Voilà, comme ça on a pu comprendre un peu le bodybuilding. C'était intéressant ce qu'on a appris. Hein. Incroyable en vrai. Théo Le Guerrier, ouais. Il a le nom qui va avec en plus, je trouve. Théo Le Guerrier, c'est vraiment, il a un nom parfait pour ça. C'est un personnage, quoi. En tout cas, merci à lui encore, c'était un vrai plaisir de le recevoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent? Toi, tu t'es lancé dans Flytex pour le maintien des articulations, pour justement quand on a des blessures. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent en faisant du sport? Ouais, clairement. Alors, j'ai pas la stat pour le sport en général, mais tu vois, sur la course à pied, chaque année, tu as un coureur sur deux qui va avoir une blessure. Alors, il y a plein de niveaux différents de gravité, mais ça peut être une simple entorse, ça peut être des claquages, des problématiques de périostite, des choses comme ça. Mais c'est très fréquent. Pourquoi ? Parce que dans les sports de performance, les gens abusent souvent. Ils n'écoutent pas leur corps, ils vont pas chez le kiné, ils se protègent pas et ils font pas les exercices de renforcement, tu vois. Ils gardent les douleurs après, parce qu'un coureur sur deux, c'est-à-dire que tu as 50% de chances de te blesser, quoi. Ouais, en fait, les blessures en course, elles viennent souvent à cause de répétitions, de grosses fatigues musculaires et du coup, tu aggraves ton cas. Les gens ont des douleurs,
ils les ignorent et ils font rien contre. Donc petit warning, si tu as des douleurs, que tu les mets de côté et que tu penses que Flytex, parce que ça va les calmer, c'est la solution, c'est une erreur. Si tu as des douleurs, il faut guérir et résoudre le problème à la racine. Et ça, c'est chez le kiné que ça se passe. C'est en faisant le vrai travail de renforcement. Nous, Flytex, on va t'aider à faire le pont, à reprendre après ça, éviter qu'elles reviennent, les diminuer, ou alors simplement les prévenir. C'est comme un outil que tu dois utiliser au bon moment. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Tu disais que la cible principale, c'était 35-55 ans, c'est ceux qui commandaient le plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, alors, généralement, 35-55, c'est là où tu as eu le temps d'accumuler des blessures dans ta vie. Tu vois, tu peux avoir un ligament croisé, tu peux avoir un début d'arthrose, tu peux avoir eu un ménisque fissuré. Et en fait, en accumulant là, ces blessures, tu vas avoir des douleurs chroniques, donc des douleurs qui vont rester après la rééducation. Et en fait, tu as deux choix. Soit tu forces, et c'est très douloureux, soit tu arrêtes le sport, et la plupart des gens, ils sont pas prêts à arrêter le sport. Du coup, c'est là où nous, on va avoir le plus d'effets. Tu dois vivre avec ces douleurs, mais tu veux continuer. Eh ben, on a une bonne solution pour t'aider à continuer avec plus de confort et de sécurité. Selon un sondage Ipsos, 71% des Français pratiquent du sport de manière régulière en France, contre 54% en 2012. On fait plus de sport qu'avant. On fait du sport pour garder la forme, pour se sentir bien, pour être en bonne santé et ne pas tomber malade aussi. C'est le résultat du sondage, c'est intéressant. Hein. Ça permet de comprendre aussi. Toi, tu organises tes propres événements sportifs pour terminer. En 2025, tu as organisé la première édition, ça s'appelle La Boucle. Qu'est-ce que c'est que La Boucle? C'est dans le Val d'Oise, tu as fait ça? Ouais, La Boucle, c'est un des premiers festivals de running en France. Et en fait, c'est une course où tu choisis ta distance donc de 5 à 60 km. Et c'est la première course où tu peux décider, pendant que tu cours, d'augmenter la distance que tu veux courir. Tu dis, j'en fais encore un peu. Allez, j'en Exactement. En fait, La Boucle, c'est une boucle de 2,5 km cette année. Et l'avantage du fait que ce soit un tour, déjà, tu as les spectateurs qui sont toujours au même endroit. Ah oui, donc tu les revois. Tu les revois à chaque fois, donc c'est ta famille. Déjà, pour eux, c'est pratique parce que tu n'as pas à courir aux quatre coins de Paris pour encourager. Et toi, mentalement, quand tu passes l'arche, tu te dis, allez, un tour de plus, tu vois. Allez, encore. Exactement. Et en fait, ce qui fait La Boucle un événement aussi particulier, c'est l'émulation du groupe. Tu vois, on sait que seul tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin. Et en fait, le fait que tu sois avec plein de gens, dans une ambiance où tout le monde se dépasse, dans la bienveillance, en fait, tu as envie d'aller au palier suivant. Donc, il y a plein de gens qui arrivent chez nous, qui veulent faire 10 km, qui finissent par faire leur premier semi-marathon. Et ça, c'est du jamais vu, tu vois. Vous avez beaucoup de participants pour la première édition? La première édition, on était 1000 coureurs et 1500 personnes sur place. Et là, la deuxième, on sera, je pense, entre 2 et 3000, donc c'est magnifique. C'est incroyable. Ça t'est venu d'où, l'idée? Ça m'est venu en voyage. J'ai fait une course un peu comme ça, de ce format-là, aux États-Unis. Et j'ai fait 54 km. Putain, 54. 54 km, c'était d'ailleurs la première revanche après mon évanouissement du marathon. J'étais venu juste là pour faire, à la base, soit 21, soit 42 si je me sentais. Je fais 21, je me sens bien, je vois que les gens continuent à courir. Je vais jusqu'à 42 et je suis encore frais. Putain. Et je me dis, let's go, le dernier palier, la dernière médaille, elle est à 50, on y va. Et en fait, je suis allé à mon rythme, j'ai grave kiffé. À la fin, on a fait la fête tous ensemble, on était 500. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait, cette relation entre kiff et dépassement. Et c'est exactement cette équation-là qui fait que tu vas plus loin. Et je me suis dit, il faut que je ramène ça en France, et je veux le faire avec ma vision, tu vois. Est-ce que faire du sport, ça aide quand on est entrepreneur? Énormément. Énormément, parce que quand tu es entrepreneur, toute la journée, tu es en train d'éteindre des feux. Tu es extrêmement stressé et tu as la tête pleine parce que tu as des grosses responsabilités. Plus ta boîte elle est grosse, plus tu dois gérer des gros problèmes. Et si tu veux, pour moi en tout cas, le sport, c'est un peu une manière une évasion, une manière de me recentrer avec moi, de retisser le lien et d'éteindre un peu les stimulations externes, tu vois. Donc je me retrouve beaucoup quand je fais du sport. C'est pour ça que j'aime la course à pied. Tu es longtemps seul, et c'est avec toi-même que tu gères l'effort, tu te redécouvres dans différentes Vous êtes très bien noté sur Trustpilot, donc il y a un site de notes, de notation, 4,8 sur 5. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça?
Bah, les produits sont bons. Enfin, en vrai, je ne sais pas trop comment l'expliquer autre, mais tu sais, une bonne entreprise, et je pense que c'est grâce à ça qu'on est arrivé jusque-là en moins de 4 ans, c'est qu'il faut avoir une obsession pour son produit, pour la qualité. Donc, tu vois, je te disais au début, on n'est pas un produit de ouf, mais en fait, j'ai été obsédé par le fait d'avoir le meilleur maintien articulaire. Également, je suis obsédé par avoir le meilleur service client, par la meilleure logistique. On essaie de livrer le plus vite possible, pour avoir le meilleur marketing. On essaie d'être transparent, de parler de tous les sujets et en même temps d'inspirer les gens par rapport à leurs pratiques. Et je pense que c'est un tout et les gens le ressentent. Tu vois, ils ressentent la passion, ils ressentent l'engagement et le produit apporte le résultat qui est vendu. Donc je pense que c'est comme ça. Et là, on a plus de 5000 commentaires Trustpilot et bah, ça fait plaisir. Tu vois, félicitations, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup et c'est le résultat de beaucoup de travail en fait. Si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs pour terminer, qui voulaient se lancer dans le business, qui ont envie d'essayer, si vous, chez vous, vous avez envie d'essayer, quel conseil tu aurais à donner, toi qui as eu plusieurs boîtes, qui a eu des échecs, un beau succès maintenant? Autorise-toi à réussir, tu vois. En fait, souvent, on ne s'autorise pas parce qu'on se dit « Ah, mais lui, il a réussi parce que X, Y, Z ». Non, en fait, il faut juste faire le premier pas, peu importe la marche. Juste fais la première chose qui te semble accessible. Peut-être que c'est quitter ton boulot, peut-être que c'est acheter une formation, peut-être que c'est juste lancer un site. Que ça marche ou pas, en soi, on s'en fout, tu vois. Mais si tu t'es pas autorisé à essayer au tout début, tu peux jamais savoir de quoi demain tu seras capable. Moi, je t'avoue, là, ça fait 7 ans que je me suis lancé en entrepreneuriat. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé avoir une boîte qui me plaît autant que Flytex, tu vois. Quelque chose qui est lié à ma passion profonde et qui a autant d'impact sur les gens, tu vois. Et je pense que ça, c'est la plus belle des fiertés que j'ai. Et je me remercie au tout début d'avoir pris ces risques. Mais en fait... T'as appris? J'ai appris, l'expérience, elle passe par là. Et après, tu te découvres, tu vois. Tu disais tout à l'heure, c'est ton objectif, là, c'est plus d'1 million de clients pour 2030. C'est de grossir. C'est quoi les prochaines étapes? Là, actuellement, les prochaines étapes, c'est l'international. Donc, on en parlait au début. Là, on est présent dans plus de 20 pays. Mais il y a des manières d'être présent. Donc, en fait, c'est de structurer, de recruter des équipes dans chaque pays. Aujourd'hui, on vend beaucoup depuis la France et on livre un peu partout dans le monde. Mais en fait, l'objectif demain, c'est d'avoir une équipe en Italie, avec un site en italien. C'est de sponsorer des athlètes italiens, par exemple, et de vraiment s'implanter de manière aussi forte qu'on est en France. Peut-être créer des événements, des run clubs, des rencontres comme on fait. Et c'est la force de la communauté. C'est ça qui crée le mouvement, en fait, dans un pays. J'aimerais tirer le trait jusque-là dans l'international. Je vais vous mettre, si vous voulez aller tester Flytex, vous pouvez aller voir comme ça sur le site directement. Je vous mets le lien dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, puis vous pourrez tomber dessus. Et dans la description du podcast audio aussi, si vous voulez, directement, vous cliquez sur l'épisode et vous pourrez retrouver le lien. Et comme ça, essayez de commander un maintien articulaire. Merci en tout cas, Hugo, d'être venu. Merci, Guillaume. Un plaisir de te recevoir. Merci à vous tous d'avoir regardé l'épisode. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches. On met une interview, un reportage 3 fois par semaine. Et le mardi, il y a aussi Legend Story avec Lola, la journaliste, qui pose des questions sur des parcours aussi exceptionnels. Vous êtes tous les bienvenus sur Legend. Il suffit juste d'envoyer un email sur contact@legendgroup.fr avec des anecdotes et votre numéro de téléphone. En tout cas, merci à vous tous. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve de toute façon très vite pour une autre vidéo sur Legend. Ciao tout le monde!